Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers et bienvenue à un autre épisode d'un Board Game presque parfait, un podcast sur les jeux de société. Aujourd'hui, pour notre 36e épisode, nous sommes très heureux de vous présenter notre 3e épisode d'entrevue ludique. Et on a un invité qui est un auteur de jeux aujourd'hui, un auteur chouchou du Québec et même de toute la francophonie ludique. On retrouve d'ailleurs plusieurs titres à succès sur son CV d'auteur. Il nous a fait vivre l'époque médiévale et nos premiers moments de traîtrise avec les chevaliers de la table ronde. Il nous a amené visiter les magnifiques profondeurs de l'océan dans le jeu Abyss. Il nous a réchauffé le cœur avec la chaleur du désert et la tonne de meeple de Five Tribes. Il nous a fait aiguiser nos talents d'architecte de royaume avec King Domino et aussi Queen Domino. Il a récemment conquis le cœur des enfants avec la sortie de Dragomino, qui s'est aussi vu décerner l'As d'or jeu enfant au Festival international des jeux de Cannes il y a à peine quelques jours. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Monsieur Bruno Catala. Bonjour Bruno. Bonjour à vous. Ça va bien? Bonjour. Super. Et aujourd'hui, en fait, moi, je me suis même pas présenté, mais j'assume que les gens me connaissent déjà. Donc, David, professeur Board Game, je serai votre animateur aujourd'hui et j'ai aussi comme co-animateur le membre de l'équipe qui aurait le plus de chance à Star Academy ou La Voix. Donc, notre chanteur, Jules Boisvert. Salut, Jules. Salut. Salut tout le monde. Ça va bien, messieurs? Yes. L'hiver est pas trop dur en France de ton côté, Bruno? Non, cette année, on a eu vraiment de la neige, en fait, parce que j'habite à la montagne, d'où mon surnom de Bruno des montagnes. Ah, ben oui. Ces dernières années, c'est vrai que c'était assez paradoxal, parce que ces dernières années, mes copains, ils se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de neige. Puis cette année, on a eu de la neige, mais on n'avait pas le droit d'aller skier, donc... C'est un beau paradoxe. Voilà. Enfin, en fait, si, on a le droit d'aller skier, mais on n'a pas le droit de prendre des remontées mécaniques. Ah, fait qu'il faut monter la pente à pied. Ben, c'est la France, hein, c'est comme ça. C'est tout un exercice, donc, en tout cas. Là. Ouais. Donc on a eu un bel hiver, mais par contre là, j'ai l'impression qu'il est un peu fini, de façon un peu précoce. En ce moment, là, on a eu un temps magnifique. Quoi. Nous autres, c'est rare qu'on se plaint au Québec qu'on n'a pas assez de neige. Ouais, c'est ça. Donc, pour commencer, avant de parler avec toi, Bruno, puis de se lancer dans l'entrevue, on va se faire un petit tour de table pour parler des derniers jeux qu'on a joués dans les dernières semaines. Donc, on va commencer avec Jules, tiens. Yes, dans les dernières semaines, c'est surtout un jeu qui a tenu pas mal toute mon attention. J'ai reçu dernièrement, ceux qui écoutent nos podcasts le savent bien, j'ai reçu dernièrement Sleeping Gods de Ryan Laukat, qui est un de mes auteurs. Et en fait, il fait tout, puis j'adore vraiment, vraiment son travail. Puis il a frappé dans le mille, en tout cas pour moi et ma femme, là, pour Sleeping Gods. On est en train de faire une première campagne. C'est incroyable. Tout ce qu'il a créé, là, son univers, tout ça, là, l'exploration est bien implémentée. Le système de prise de décision, les actions. En tout cas, pour vrai, c'est sûr que j'étais déjà vendu à Ryan Laukat d'avance. Mais là, c'est vraiment est au summum, là, selon moi, là, dans cet univers-là. Là, c'est vraiment, vraiment très, très plaisant. Là, on a déjà quand même un bon bout. Là, je vous dirais un petit peu plus que le 2/3 de la première campagne. On a à peu près une douzaine d'heures de jouer. Fait que c'est quand même assez long. Puis là, ça dépend. Là, si tu parles à des gens qui jouent à Gloomhaven, c'est pas si long que ça. Mais ouais. Si on compare à des jeux qu'on sort habituellement, là, c'est quand même assez long. Mais très, très plaisant. Pour vrai, là, on s'est rendu assez vite compte qu'on n'aura pas le temps de voir toute la map de la première joute. Là. Il va falloir faire plus qu'une campagne pour explorer davantage. Mais jusqu'à présent, tout ce qu'on voit, là, c'est vraiment super. Là. Puis l'histoire bien ficelée, bien évidemment, là, étant donné que c'est beaucoup de storytelling, là, un peu livre dont vous êtes le héros. Là. Donc c'est vraiment, pour vrai... Gros coup de cœur là-dessus. Là. Sérieusement, ça part fort mon année 2021 avec cette réception de jeu-là. Sinon,
J'ai joué aussi, dernièrement, on a essayé Trek 12. Shrek Ou, 12. Oh! Effectivement, donc on a essayé ça en fait hier. Ben oui. J'ai été agréablement surpris parce qu'effectivement, des roll and write, il y en a un puis un autre. Oh! Mais celui-là, vraiment, ouais, super. Là. Il m'a surpris par sa simplicité. Puis le fait qu'il fonctionne vraiment bien, malgré le fait que c'est simple. Un peu au même titre que quand The Mind était sorti, là, dans le sens, en termes de simplicité, je me disais, OK, un jeu avec des chiffres, tu mets des chiffres en ordre, en quoi ça va être bon, cette histoire-là? Finalement, c'est un gros hit, un peu comme Trek 12, là, que c'est vraiment une simplicité, mais là, avec une petite évolution que j'ai pas eu le temps encore de voir. Là. J'ai hâte de le continuer. Ouais, il fallait que tu partes avant le couvre-feu. Effectivement, il fallait que je me sauve avant le couvre-feu. Mais non, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir là, ce qu'il y a dans ces boîtes-là, là, dans les petites enveloppes, en fait. Là, j'ai hâte de voir ça. C'était vraiment bien. Je vais laisser David plus le présenter, étant donné qu'on l'a joué On a joué ensemble. ensemble, moi, c'est ça, je peux enchérir un peu là-dessus. J'imagine que Bruno va pouvoir dire un mot aussi sur un jeu que je J'imagine. connais quand même bien. Mais dans le fond, c'est qu'on va faire des ascensions sur des montagnes. On est des alpinistes. Et on va à chaque tour lancer 2 dés et on va se choisir une opération mathématique. Donc on a une espèce de petit carré dans lequel on a des cases à cocher. Donc on peut soit prendre le plus petit chiffre, le plus grand chiffre des 2 dés, on peut faire la somme des deux, la différence, ou on peut faire la multiplication. Et on a juste 4 opérations dans chaque rangée, donc il faut essayer de choisir judicieusement, parce que les additions, justement, c'est probablement l'opération la plus précieuse, parce qu'il y a certains chiffres que tu peux juste faire avec des additions, donc là, tu ne veux pas trop passer tes additions tout le temps, fait que tu en as juste 4 pour la partie, donc c'est à toi de bien gérer comment tu vas utiliser tes opérations. Fait que ça ajoute un petit côté de prise de risque qui est intéressant, puis que j'ai trouvé très sympathique. Puis évidemment, mon esprit un peu mathématique puis de statisticien, ben, ça embarque vraiment bien dans ce style de jeu-là. Puis en fait, c'est que selon l'opération qu'on choisit, ça va nous donner un chiffre. Puis on va remplir des cases dans notre ascension sur la carte qu'on a, en écrivant les chiffres dans une case. Puis on va tenter de faire soit des suites de chiffres là, pour faire un chemin de corde qui va nous donner des points à la fin de la partie avec le plus haut résultat puis le nombre de cases. Ou on peut essayer de faire des zones qui vont avoir le même chiffre. Donc si tu as souvent le même chiffre qui se répète, tu vas pouvoir faire des zones comme ça sur ta carte. Puis tu vas toujours évidemment écrire les nouveaux chiffres sur des cases qui sont adjacentes à une case que tu as déjà remplie. Puis tu vas essayer de remplir ta carte comme ça en faisant le plus de points possible. Et dans le fond, ça, c'est un autre, on a joué le mode express, juste pour apprendre le jeu, vu que c'était la première fois qu'on y jouait. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le mode expédition, dans lequel on joue comme 3 parties de suite. On fait 3 montagnes, une à la suite de l'autre, puis c'est toutes des montagnes différentes. Puis dans le mode expédition, on va ramasser des étoiles à chaque partie, selon les points qu'on a réussi à faire, selon des achievements, si on a battu un high score, des choses comme ça. Puis à la fin des 3 cartes, dans le fond, celui qui a le plus d'étoiles va remporter le mode expédition. Mais la twist, c'est quand dans le mode expédition, vous avez des enveloppes qui sont disponibles. Et sur chaque enveloppe, vous avez un objectif pour vous permettre de l'ouvrir. Et si vous réussissez à atteindre un des objectifs pendant la partie, bien, vous allez pouvoir ouvrir la dite enveloppe. Et vous régaler avec son contenu, que je ne sais pas encore ce qu'elle contienne, parce qu'on n'en a pas ouvert encore. Mais c'est super intéressant comme concept. Je pense pas que j'ai vu des roll and write qui avaient une évolution comme ça. Je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. C'est une belle motivation justement pour continuer à y jouer puis enchaîner les parties pour aller débarrer ces choses-là. Puis c'est sûr que si on se fie au poids et à l'épaisseur des enveloppes, je dirais qu'il y a au moins 3 autres montagnes qu'on va pouvoir monter et débarrer éventuellement dans le jeu. On verra. Ouais, c'est ça. Donc, vos commentaires me font plaisir sur ce jeu-là parce que avec Corentin, parce que ce jeu, je l'ai fait coécrit avec Corentin Lebras, on a eu un parti pris très important, enfin du moins qui était important pour nous, c'est celui justement de la simplicité. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, on est très client de jeux à cocher, on aime bien ça, je veux dire, c'est globalement, mais ce que je constate dans cette multiplicité de sorties de jeux à cocher, c'est que globalement, beaucoup partent dans la complexité, pour moi, inutile. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire, t'as des milliards de choix devant toi, tu peux tout faire, puis à la fin, c'est bien équilibré, tu finis par converger vers des scores qui sont proches, etc.
Mais finalement, cette complexité, moi, elle me perd plutôt qu'elle me capte. Je préfère que mon système de jeu soit très simple à envisager, mais que chaque choix soit crucial. Ouais. Et du coup, en fait, la richesse du jeu, elle n'est pas cachée dans la complexité de la règle, de ce que tu peux faire, mais elle est cachée dans les choix que tu fais coup après coup. Et ça, c'est un parti pris qu'on avait depuis le début en game design. Et je suis très content que du coup, le public réponde à l'appel, quoi, et qu'effectivement, on ait cette reconnaissance, en tout cas publique, pour l'instant, ça marche super, quoi. Puis Ouais, ce que tu nous as montré tantôt, tu travailles sur des extensions, j'imagine? Ouais, en fait, ça, c'est. Enfin, puisque je crois que Trek 12, il est sorti tout juste chez vous, il y a pas Ça longtemps. fait quelques semaines, une semaine ou deux, ça fait pas très longtemps. C'est ça, alors que chez nous, il est sorti en septembre, fin septembre. OK. Et du coup, nous, vendredi, est sorti ça. OK. C'est Trek 12 plus 1. Ah, ben oui. Et en fait, ça, c'est un carnet de voyage. C'est-à-dire que quand tu ouvres la boîte, à l'intérieur, tu as un carnet de voyage. Et en fait, tu as une nouvelle aventure entière à l'intérieur, avec des nouvelles enveloppes, etc. Mais par contre, là, autant dans Trek 12, tu vas où tu veux, c'est-à-dire qu'en fonction des succès que tu fais, tu vas aller à droite, à gauche, tu vas ouvrir les enveloppes dans n'importe quel ordre. Là, c'est différent. On a eu un parti pris plus narratif. C'est-à-dire que tu vas faire les enveloppes dans l'ordre. Évidemment, il faut réussir quelque chose pour passer à la suivante. Okay. Mais petit à petit, tu vas suivre les pas de Max, un alpiniste dont tu retrouves le carnet de voyage et tu vas essayer de vivre une aventure de cette façon-là, quoi. Et puis, ben, puisque le jeu vient d'arriver chez vous, dans la boîte de Trek 12, je dis juste ça. Peut-être que tout n'est pas dans la boîte. Oh, quelque chose de caché. Oh, j'aime ça. Intéressant. On va fouiller tantôt. Super. On a aussi essayé un autre jeu, Jules et moi. Hier, on s'est fait une petite après-midi de jeu, justement. Ouais. On a essayé le jeu Paléo. Ah, vraiment excellent. C'est un jeu coopératif dans l'âge de pierre. Donc, on va gérer une tribu d'hommes des cavernes. Mais on est tous les deux dans la même tribu. Fait que chaque joueur va comme être en charge d'un groupe d'hommes des cavernes et de femmes des cavernes. Et on va dans le fond, c'est un jeu de cartes. Fait qu'on va choisir une carte à chaque tour parmi les 3 prochaines de notre deck. Puis les cartes dans ce jeu-là, c'est particulier parce qu'ils n'ont pas le même dos. Donc, selon les dos, on peut un peu anticiper... ça va être une carte positive, négative. C'est une carte qui va pouvoir me donner de la nourriture. C'est une carte qui va pouvoir me donner le droit de fabriquer des objets, etc. Fait que c'est un côté quand même intéressant d'essayer d'anticiper qu'est-ce que les cartes vont faire. Les cartes rouges, évidemment, qui sont des cartes dangereuses. Fait que tu vas essayer de les éviter. Tu as des effets de jeu pour les défausser pour pas justement avoir à les gérer. Mais si tu fais ça, tu vas accumuler un point de dégâts. Mais c'est un système quand même intéressant. Puis on a bien aimé notre expérience parce que il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de coopération dans le jeu, dans le fait qu'on révèle chacun une carte dans notre tour qu'on a choisi. Puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on veut résoudre sur la carte. Souvent, il y a plusieurs défis. Puis selon les skills de tes personnages, selon les habiletés des personnages que tu as, s'ils sont bons en observation, s'ils sont bons en force, ils peuvent aller chasser, tuer un gros mammouth, etc. Puis on peut aussi, souvent, on a une option d'aider un autre joueur. Donc quand tu aides un autre joueur, c'est comme si tu envoyais tes hommes, tes cavernes, l'aider dans sa carte, dans sa quête. Et à ce moment-là, on va additionner les compétences de nos deux groupes ensemble. Fait que là, on peut faire des épreuves qui sont plus difficiles, comme justement tuer un méga mammouth. On fait ça à 2 personnes. Là. Donc, fait qu'on va se regrouper ensemble pour le faire. Fait que c'est vraiment un feeling de coopération intéressante. Puis ce que je trouve bien dans ce jeu coop-là, c'est que chaque joueur a des décisions à prendre. Donc, chaque joueur choisit premièrement la carte qu'il veut jouer. Mais on peut juste se fier au dos. On n'a pas le droit de les revirer puis de les regarder avant de choisir la carte. Fait que chaque joueur a une décision à prendre à chaque tour. Puis après ça, chaque joueur a la décision qu'est-ce qu'il fait avec sa carte. Fait que je trouve ça intéressant de pas justement avoir quelqu'un qui peut tout gérer un peu ce qui se passe. Chacun a vraiment ses propres affaires puis qui va prendre des décisions dans le jeu. Puis les discussions que ça va amener entre les joueurs pour savoir justement, moi je suis peut-être mieux de laisser faire ma carte, mais d'aller t'aider parce que toi ça va être meilleur, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un back and forth super intéressant entre les joueurs. Puis c'est un jeu qu'on va essayer de faire des objectifs, d'avancer dans une espèce de scénario qu'on a choisi, qu'on a construit en mélangeant des decks de cartes différents ensemble. Puis on va essayer d'accomplir une espèce de fresque pour gagner la partie avant d'accumuler un certain nombre de crowns et évidemment de perdre. Fait qu'on va devoir gérer la nourriture, il faut nourrir nos personnes à chaque jour, il va falloir trouver des ressources de bois, de la pierre, on va faire des inventions, crafter des objets, on va découvrir des idées qui vont nous donner d'autres cartes d'objets qu'on va pouvoir construire.
Fait que ça me fait un peu penser aussi à un système comme Robinson Crusoe, par exemple. Vraiment. Celui qu'on découvrait des nouvelles idées pendant la partie. Fait que c'est un peu le même principe dans Paléo. Fait que je pense que le thème passe très bien dans le jeu. Puis non, j'ai vraiment trouvé ça agréable. On a même joué 2 parties de suite. Tellement on aimait ça. Donc il y a comme 7 scénarios en ordre de difficulté. Qu'on a réussi à faire les 2 premiers. Puis non, vraiment très surpris de ce jeu-là. J'avais vu qu'il avait été nominé à l'As d'or expert, mais j'avais pas eu le temps de l'essayer encore parce qu'évidemment, encore une fois, nous autres, ça fait pas longtemps qu'il vient d'arriver au Canada. Donc, j'ai eu la chance de me le procurer dernièrement, puis on l'a essayé hier. Donc, vraiment, une belle surprise. Je sais pas, Jules, si t'avais de quoi racheter. Ou Bruno, si je sais pas si tu l'avais essayé. Non. Malheureusement pas. Ça fait partie des jeux qu'il faudrait que je joue à un moment donné, mais voilà, quoi. C'est... Ah non, écoute, ça a été vraiment une belle expérience, là. Effectivement. Là, ça ramenait un petit peu le feeling de Robinson, là, justement, là, aussi, là, qui est un jeu que j'ai joué et rejoué. Puis ça amène quelque chose de quand même différent dans la gestion de cartes, là, comme tu disais, le fait que tu gères... c'est un jeu coopératif, mais tu gères quand même tes choses, donc il n'y a pas quelqu'un qui contrôle exactement ce que tu fais. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu se sentir un petit peu plus libre dans les choix du groupe, dans le sens où oui, ça va aider. Peu importe la décision que tu vas prendre, ça va aider, mais au moins, ça va être ta propre décision. Donc ça, c'est quand même bien de vivre avec ça. Ouais, c'est cool. Puis la rejouabilité est intéressante aussi. Là. C'est sûr qu'on a juste fait 2 scénarios, mais le fait qu'on change la trame de fond, la façon d'aller chercher les fresques et tout ça, ça amène un petit renouveau. Là. On le sait, aujourd'hui, les jeux, s'ils se démarquent pas un petit peu avec un petit piquant... on l'a vécu surtout avec la pandémie là, dernièrement. Là, je pense, Bruno, là, j'ai lu ton petit blog. Là, en fait, là, que tu parlais qu'il y a eu une espèce de goulot d'étranglement de plein de jeux qui ont sorti en même temps. Ouais. Si tu n'es pas capable d'avoir un petit oomph qui fait qu'il va sortir du lot, ça va être très difficile de percer, surtout cette année. Puis lui, Paléo, je pense qu'il l'a. C'était déjà vrai avant, hein, ces dernières années. Ouais. C'est de plus en plus vrai. Mais là, c'est vrai qu'en 2020, avec ces stop and go qu'on a eu au niveau des ouvertures des magasins, etc., et tout s'est arrêté pendant plusieurs mois, etc. Et donc, forcément, quand ça repart en vrac, quoi, parce que tu as les jeux qui étaient déjà en stock, ceux qui arrivent en stock, enfin voilà. Donc, forcément, plus que jamais, le marché de la nouveauté, ça a été très compliqué. Hein. Ah, c'est sûr. Puis dans les dernières années, effectivement, tu as raison, là, il y avait vraiment beaucoup de sorties. Beaucoup de sorties excellentes. Là. On est quand même, on est chanceux quand même pour vrai, là, parce qu'il n'y a pas de temps. C'est à double tranchant. Là, je veux dire, il y en a tellement de bonnes sorties que tu veux toutes les jouer, mais tu n'as jamais le temps dans une vie. Non, c'est possible. Mais c'est quand même bien que tous les choix soient bons. Là. C'est une bonne nouvelle. Là. Mais ouais, fait qu'il faut vraiment avoir quelque chose qui ressort du lot puis qui amène un petit quelque chose de différent. Puis non, c'est ça. Fait qu'il y a encore des auteurs qui réussissent à bien le faire, un peu comme toi avec ton Trek 12. Là, je pense que c'est... en tout cas, j'espère qu'il va continuer à surfer la vague, là, mais je pense que ça va marcher. J'espère, d'autant qu'on a en plus on a de la ressource parce que ce jeu-là, ce système de jeu, en fait, il se prête à plein de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, on a fait des petites versions en print and play. Pour le fun, on a fait une version Trek 12 de Saint-Valentin, on a fait une version Trek 12 confiné, Trek 12 aventurier d'appartement, enfin voilà. Et au-delà du gag, il s'avère que ça marche vraiment super bien. Et du coup, en fait, on est en train de travailler sur une boîte complète, indépendante, qui sortira à l'automne prochain et qui va s'appeler Trek 12 Amazonie. Okay. Wow. Et donc là, c'est des aventures en Amazonie. Et donc là, plein de nouveautés. C'est pas simplement... Là, il n'y a plus de montagne, il n'y a plus rien. Mais par contre, on va être dans un environnement hostile. Et puis voilà, il faudra découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais du coup, on a plein d'idées encore pour faire plein de choses autour de ça. Donc, on espère que l'engouement qu'il y a pour l'instant continuera à être présent pour qu'on puisse porter ce projet jusque là où on a envie de le mener, en fait. C'est bien. Super, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Et puis, donc, moi, mes jeux, donc, si vous voulez... Alors, vite fait, hein, parce que voilà... Donc, moi, comme je l'ai déjà écrit souvent, c'est que mon temps de jeu existe, mais souvent, il est phagocyté par le temps de test de mes protos, puisque comme je travaille sur beaucoup de choses, et j'ai besoin de séances de test, et puis, voilà, ça a tendance à remplir l'espace. Donc, du coup, ces derniers temps, j'ai eu le temps de jouer qu'à des petites choses.
Je parle en termes de durée et puis de niveau de profondeur de règles. Mais par contre, des choses sympathiques. Je vais présenter Kraskarit, qui est sorti en français sous le nom de Caro Combo. Donc ça faisait partie des jeux qui étaient nommés à Cannes. Donc ça, c'est sorti en Allemagne il y a déjà 2 ans, hein, je pense. Ok. Et c'est un petit jeu de défausse super cool. Le jeu est aussi bon que la boîte est moche. D'ailleurs, en français, elle n'est pas mieux. Mais ils ont réussi à faire aussi moche. Donc voilà. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Le jeu est cool. Et un des grandes réussites du jeu, c'est que tu as une main de cartes qui est ce qu'elle est, mais tu n'as pas le droit de changer l'ordre des cartes dans ta main. Okay. Et donc, il faut c'est un jeu de défausse, il faut défausser tes cartes en faisant des combos petit à petit, mais il faut que tes combos, au moment où tu les enlèves, elles te permettent de faire des combos encore plus forts derrière, etc. Et donc, ce côté gestion de ta main est super malin et super agréable. Donc, c'est des parties rapides, et puis c'est vraiment cool. Moi, j'étais content qu'il soit nommé à Cannes, du coup, tu vois. Ouais, c'est bien. J'ai pas entendu parler. J'ai fait partie de Lucky Numbers. Oui. Pareil, un petit jeu hyper léger où tu peux jouer vraiment avec n'importe qui, tes enfants, tes grands-parents, etc. Pour ceux que ça intéresse, il s'avère que j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis dans laquelle je présentais une mini-variante, parce que quand j'ai joué, je me suis dit, ça serait plus cool si on jouait comme ça. Et puis l'éditeur français a vu le truc, et puis il m'a écrit, il m'a dit est-ce que tu serais d'accord qu'on l'inclue dans la prochaine édition? Donc je dis évidemment, il n'y a pas de souci, moi c'est avec plaisir. Et du coup ils ont fait une carte avec ma tronche dessus d'ailleurs. Ils ont mis dans la boîte, et si vous l'achetez maintenant, vous avez cette petite variante qui, je trouve, rend le jeu plus taquin. Mais je pense que je l'ai dans ma boîte, moi, parce que je l'ai acheté dans Lucky Numbers, puis je pense que je l'ai. Ta variante dans ma boîte. Là. Et ensuite, le dernier jeu qui me fait bien triper, c'est ça, c'est Pictorush. Pictorush, le concept, il est bestial. C'est-à-dire que tu as un joueur qui prend une carte sur laquelle tu as 20 mots, et il va dire à tous les autres joueurs les 20 mots en 20 secondes. Et chacun sur sa case doit faire un graffiti, ce que tu veux, qui doit évoquer ce mot-là. Et après, tu vas te faire interroger. Je vais te dire 17. Tu vas dire banane, non, c'était pas ça, tu vois, c'est voilà. Et donc du coup, alors le système de score, c'est pas terrible, mais comme toujours dans ces parties games, le score on s'en fout en réalité. On joue pour le plaisir, oui. Et c'est franchement, c'est de la rigolade assurée de façon systématique. Ah, c'est drôle comme concept. C'est vraiment très bien. Ouais. C'est vraiment très rigolo. Ouais. Alors après, tu n'en fais pas 200 parties à la suite. Mais tu vois, dans une soirée avec des potes, n'importe quand, même pendant que tu es en train de manger, ou peu importe, enfin toi, tu peux. C'est vraiment bien. Ouais. Ah, voilà. Cool. Ah, des belles petites expériences de jeu. Des jeux que j'ai pas entendu parler, ou des jeux qui sont peut-être pas arrivés ici au Canada non plus. Là. Souvent, on est pas mal en retard sur vous autres. Ça prend souvent une couple de mois avant que les jeux traversent l'océan. Donc, on va commencer la portion plus entrevue. On va y aller avec un classique qu'on fait toujours avec nos invités. Évidemment, on baigne dans le domaine des jeux, donc on aimerait ça savoir, Bruno, d'où est née cette passion-là des jeux de société pour toi? Puis t'es quel type de joueur de jeu? Alors, ça remonte loin, hein, parce que en fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été joueur. J'ai toujours aimé jouer. De toute façon, ma mère te dirait que la première phrase construite que j'ai dite, c'est « Joue bien, Bruno ». Donc, il faut croire que jouer, c'était important depuis tout le temps. Et puis, en fait, je me suis surtout construit au départ. J'ai découvert les jeux de type, évidemment, Monopoly, Richesse du Monde, Cluedo, etc., etc. Mais je me suis surtout construit sur le jeu abstrait à 2 joueurs. Okay. C'est-à-dire que j'ai appris les échecs tout seul. Suite à une hospitalisation, je m'étais cassé le bras, enfin peu importe. Et donc du coup, voilà, j'avais un manuel d'échecs, j'ai appris comme ça m'a passionné, j'ai réfléchi beaucoup dessus parce que j'avais pas d'adversaire. Je me suis beaucoup documenté à l'adolescence sur des jeux comme le Go, l'Othello, sur la théorie des jeux, tout ça, c'est un truc qui m'a passionné, sans nécessairement d'ailleurs jouer, puisque je manquais en tout cas pas assez, je manquais de partenaires. Et puis, forcément, les jeux que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire Cluedo, Risk, etc., ça a fini par m'ennuyer assez vite, globalement.
Et j'avais aucune idée que cet univers existait, parce que quand tu habites à la campagne et puis que tu n'as pas de boutique spécialisée à proximité, bah, tu sais pas. Et puis quand j'avais 19 ans, je pense, j'ai des amis de mes parents qui m'ont offert une revue qui s'appelait Jeux et Stratégie. Une revue aujourd'hui disparue. Et là, j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas. Et du coup, ça m'a intéressé immédiatement. J'ai acheté un premier jeu en souscription. Ce jeu s'appelait Fief et est toujours publié aujourd'hui d'ailleurs. Okay. Et ce jeu, je l'ai acheté parce qu'il venait de gagner le concours de créateurs de Boulogne-Billancourt. Et il avait été publié parce qu'il avait gagné ce concours. Et c'est là que je prends conscience qu'il y a des auteurs de jeux. Okay. Jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question, si tu veux. Les jeux, ils étaient dans des magasins. Pour moi, ça appartenait, je sais pas, au domaine public ou j'en sais rien. Toi, les échecs, le Go, l'Othello, c'est des choses qui étaient ancestraux, qui dataient de plusieurs dizaines, enfin, ou plusieurs centaines d'années même. Et du coup, je ne m'étais jamais posé la question. Et là, je me suis dit, ah ouais, ben ça, je veux faire ça. Un jour, je créerai mon jeu et un jour, je gagnerai Boulogne-Billancourt et je serai publié. Et je me suis fait cette promesse à 20 ans. Wow. Il m'a fallu plus de 20 ans pour le faire, mais je l'ai fait. Ah, c'est donc, cool. Voilà, donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette passion. Et puis, au travers d'une revue qui m'a fait découvrir l'univers dont on est en train de discuter aujourd'hui. Puis même aujourd'hui, est-ce que les jeux abstraits, c'est encore un style de jeu que tu affectionnes particulièrement comme joueur? Oh, carrément, ouais. Et moi, je m'y suis un peu essayé parce que pour moi, si tu veux, le jeu abstrait, c'est la quintessence du game design. C'est-à-dire que même si ces jeux n'ont pas forcément le vent en poupe au niveau des médias, du public, etc., en fait, c'est vraiment... Il n'y a aucun artifice dans un jeu abstrait. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas te camoufler derrière une complexité de règles parce que la règle d'un jeu abstrait, elle ne doit surtout pas être complexe. Tu ne peux pas te camoufler derrière une thématique qui va t'emmener ailleurs, etc. Non. Le jeu abstrait, il doit t'amener à un voyage intérieur et ce voyage intérieur doit se créer simplement par rapport à des règles qui existent en 3 lignes ou 4 lignes. Enfin, j'exagère un tout petit peu en disant 3 ou 4 lignes, mais en tout cas, ça doit être aussi évident que ça. Et j'adore toujours ça. Je suis très admiratif du travail d'un auteur français qui s'appelle Claude Leroy, qui a fait des jeux comme JGS ou Mana plus récemment, etc. Et je suis très admiratif du travail d'un auteur qui s'appelle Chris Burm, ouais, et qui a fait tout le projet GIPF avec GIPF, Tfon, etc. Donc des noms aussi imprononçables que les jeux sont bons. Et moi, j'ai fait, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai créé un jeu abstrait à 2 joueurs aussi, pareil, qui s'appelle Insert, et que j'ai signé, mais qui a été décalé à cause du Covid. Et qui devrait paraître en fin d'année, je pense. Et alors, c'est certainement pas le jeu que j'ai fait qui se vendra le mieux, du fait que c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs, etc., et qu'il y a une timidité des magasins à les pousser, tout ça. Mais par contre, je considère qu'aujourd'hui, en termes de game design, c'est ce que j'ai fait de mieux. Oh. Non, mais vraiment, voilà. Et je pense que là, je suis en train de travailler avec BGA, Board Game Arena, et je pense qu'il y aura une version jouable dans quelques semaines. Okay. Oh, wow. En amont de la sortie du jeu. D'ailleurs, j'ai un prototype là derrière, mais enfin bon, peu importe. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est une sorte d'Othello à l'envers, en fait. Ok. Puisque le jeu s'appelle Insert. En gros, c'est quand tu vas mettre un pion à toi à l'intérieur de pions adverses, entre des pions adverses, que tu vas retourner les extrémités, en fait. Okay. Et donc, c'est super taquin. J'ai dépassé les 400 parties. Wow. Je continue à y jouer, pas quotidiennement, mais presque, avec un plaisir incroyable, en ayant totalement oublié que j'en suis l'auteur. C'est-à-dire que quand je joue à ça, je suis ailleurs, quoi. Non, mais vraiment, pour moi, c'est le signe que le jeu fonctionne vraiment, quoi. Et oui, c'est positif. Ouais, voilà. Donc oui, le jeu abstrait, ça me motive tout le temps, hein, bien sûr. Ah, super. Wow. Ah ben c'est bien. Moi, je voulais savoir, en fait, là, on parle évidemment de jeux de société, tout ça. Je suis allé regarder un petit peu ta chaîne YouTube là, qui est en train tranquillement de monter. Là, quand même, tu es rendu à déjà plus de 1000 abonnés là, en quelques mois seulement là, que tu as commencé à le mousser un petit peu, là, en parler à gauche et à droite. Puis j'ai remarqué dans les plans que tu avais... des guitares à l'arrière. J'aimerais ça savoir, puis là, on le sait que tu fais beaucoup de vélo et tout ça. J'aimerais ça savoir tes autres passions dans la vie, là, autres que le jeu de société. Qu'est-ce qui t'anime? Effectivement, il y a, comme tu le dis, le sport de façon générale. En fait,
Si j'ai commencé tardivement à faire des jeux de société en tant qu'auteur, c'est parce que pendant longtemps, mon temps libre, en dehors de jouer avec des amis et puis de découvrir des nouveaux jeux, il était quand même beaucoup pris par la compétition. Ok. Et en fait, moi, j'ai joué au rugby de 15 à 35 ans, avec 3 entraînements par semaine, le match le dimanche, enfin, etc. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'aime ça. Aujourd'hui, je suis vraiment un peu cassé de partout. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux plus skier. J'ai un genou pété, j'ai le dos en vrac. Wow. Donc, bref, l'âge, quoi. Mais par contre, le vélo, ça continue à être un sport que je pratique. Je suis pas bon, mais par contre, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et voilà, et ces derniers temps, j'ai décidé de prendre, enfin depuis l'année dernière d'ailleurs, j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi et de profiter en fait pendant que je peux encore faire des trucs. Toi, l'année dernière, j'ai fait 6000 km à vélo. Wow. Avec pas mal de dénivelé parce que chez nous, ça monte. Et Vous avez puis, des... donc ça fait partie des passions. C'est vrai, je le fais pas parce que je suis obligé, je le fais juste parce que j'aime ça. Puis ça me ressource la tête. En plus, complémentairement, ça me permet de réfléchir et puis de faire du game design pendant que je roule. Enfin, bon, bref. Et puis, en passion, ben oui, j'ai la musique. Effectivement, je suis un guitariste médiocre, mais qui aime ça, effectivement. Donc, voilà. Et puis, ben, j'ai aussi une passion pour la bande dessinée. En fait, si tu veux, quand j'avais 20 ans, j'aurais adoré être auteur de bande dessinée. Ok. J'aurais adoré, ouais, vraiment. Enfin, voilà, je me suis pas donné les moyens de partir dans cette direction-là, mais j'ai encore toujours des idées de scénario. Enfin, bon, bref. Autant le dessin que l'écriture. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, je suis plus lucide, c'est-à-dire que je sais très bien que mon niveau de dessin sera jamais à la hauteur, alors que je continue à penser que d'un point de vue scénaristique, il pourrait y avoir des choses à raconter. Ok. Et voilà, et puis ben, après, même si j'ai pas assez le temps, parce que le temps c'est quand même une denrée rare, j'aime la pêche, et tout particulièrement la pêche à la mouche. Oh, Oh. Voilà, en gros. Ah, mais c'est bien. c'est bien. Ça fait un beau tour d'horizon. C'est des fois, tu sais, on est gros axé sur le jeu. On voit que tu es un passionné de jeu, évidemment. Ben, Mais des le fois, jeu, ça fait... c'est même pas mon métier, c'est ma vie en fait, vraiment. Je considère pas ça comme un métier, c'est un parcours, c'est un chemin. Wow. Puis justement, on se demandait, pour devenir auteur de jeu, on sait qu'il n'y a pas nécessairement une ligne directrice qui est facile à prendre ou un chemin qui est clair, bon, pour savoir quelles études on peut faire puis comment on peut arriver là. Mais pour toi, quel a été ton parcours académique et professionnel avant d'en arriver où ce que tu es aujourd'hui? Bien sûr, alors, donc j'ai fait des études scientifiques. Donc je suis ingénieur en sciences des matériaux. OK. Mais rassurez-vous, c'est pas contagieux. Hein, Ah ben nous autres, ça, on est des scientifiques, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc les études, globalement, c'est maths physique, quoi. Hein, voilà, j'en ai bouffé pendant des heures et des heures. Ensuite, j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'industrie, en recherche et développement. OK. Donc mon métier, c'était de mettre au point des nouveaux alliages de tungstène. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est qu'il n'y a pas tellement de hasard, c'est de la création, en fait. Et globalement, le chemin de pensée ou la méthodologie de travail est très proche de ce que je pratique aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu fais de la recherche scientifique, tu pars d'une idée, qui est la tienne ou pas, d'ailleurs, peu importe, enfin, tu as une idée. Ensuite, tu la développes au travers d'un plan d'expérience, tu la valides au travers d'un plan d'expérience, 2 plans d'expérience successifs qui vont te permettre éventuellement de corriger des trucs, d'amener le projet avec là où tu le veux par rapport à la réponse que tu cherches, si tu veux. Et ensuite, une fois que tu arrives au bon endroit, parce que je faisais de la recherche appliquée, hein, donc ce n'était pas de la recherche fondamentale, donc il y avait quand même une volonté produit derrière. Ensuite, il faut que tu rédiges un procédé de fabrication pour que des gens qui n'ont pas ton bagage technique, qui n'ont pas ta connaissance, etc., soient capables de le faire sans que tu sois présent. Mm-hmm. Okay. Et du coup, en fait, un jeu, c'est quoi? Tu as une idée, tu la développes en faisant des tests, etc., et puis tu vas corriger au fur et à mesure jusqu'à ce que tu aies la réponse qui te satisfasse, et ensuite, tu vas devoir rédiger une règle que des gens que tu ne connais pas ou que tu n'es pas présent vont devoir pouvoir lire et appliquer sans que tu sois présent. La méthodologie de travail, c'est donc exactement la même. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que dès mon premier prototype, j'ai réussi à être publié
Pas forcément parce que le jeu était génial, mais tout simplement parce qu'il était solidement construit sur la base de 18 années d'expérience dans un autre domaine. Oui, fait que la démarche scientifique qui a inspiré la démarche de création de jeux. Exact. On aime beaucoup ça. Wow. Jules et moi, on est des enseignants en sciences Ouais. au secondaire, donc c'est vraiment... Je dirais que dans l'enseignement, il y a encore une autre composante qui chez moi est assez présente, mais là c'est plus pour des raisons familiales, on va dire, j'expliquerai peut-être après, c'est qu'en fait, il y a forcément des compétences pédagogiques. Et je pense que dans la façon d'expliquer les jeux, dans la façon de présenter les jeux, que ce soit du public ou à des éditeurs, cette compétence-là, tous les auteurs ne l'ont pas. Et quand elle te fait défaut, ça va te péjorer tes chances d'être publié, en fait. Et moi, j'ai la chance, je pense, que sur ce plan-là, je ne sois pas trop pire. Ouais, ben, dans le fond, c'est ça, c'est dans la présentation des jeux, puis aussi dans la facilité que tu as à bien le vulgariser, finalement. Là, c'est un peu ça l'idée. Hein. Exactement. Et moi, ça, c'est un truc qui est familial, puisque, en fait, moi, je suis issu d'une famille d'enseignants. OK. Mes parents, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, enfin voilà, moi j'y ai échappé. Hein. C'est pas contagieux non plus, je te le dis. Puis est-ce qu'aujourd'hui tu es auteur à temps plein ou est-ce que tu as encore un travail dans ton domaine? Non, en fait, j'ai commencé donc à créer mes premiers jeux en hobby, en parallèle de mon activité professionnelle. Et en fait, en 2004, j'ai subi un licenciement économique. Et du coup, en fait, comme la seule boîte qui travaillait dans mon domaine en France, c'était la mienne, j'intéressais du monde, mais loin. Il aurait fallu que je déménage. J'étais un papa divorcé, avec mes enfants à 2 km de chez moi. Donc là, je me suis dit qu'il fallait que je tente l'aventure de créer mon activité pour pouvoir rester à proximité des enfants. Okay. C'est là où je me suis lancé dans l'aventure de la création à temps plein, si ce n'est que j'avais totalement conscience qu'en vivre, ça serait très difficile, voire impossible, parce que quand tu sais ce que tu gagnes, ce qu'un auteur gagne sur un jeu de société, tu te dis, bon, bah, on va oublier quand même d'en faire un salaire, en tout cas. Et du coup, en parallèle, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir offrir des prestations toujours autour du jeu, pour faire du jeu sur cahier des charges à des fins, par exemple, de support de communication, de support de formation, pour faire de l'animation. J'ai aussi travaillé en boutique. Donc, en fait, pendant longtemps, en parallèle, j'avais une sorte de 50-50. J'avais 50% de mes revenus qui venaient de mes royalties et 50% de mes revenus que j'allais chercher ailleurs, si tu veux. Et donc, de 2004, en gros, à 2014, je passe, mais chaque mois, je suis à la limite de ne pas pouvoir payer mon loyer. Il me reste souvent 50 € sur mon compte en banque. Enfin, tu vois, c'est super chaud, mais ça passe avec une vie agréable, hein, je veux dire, mais en tout cas, pas confortable. Okay. Et puis, en fait, en 2014, les choses changent parce que j'ai la sortie conjointe de Abyss et Five Tribes, qui sont deux grosses boîtes, donc qui génèrent donc, mécaniquement, un peu, si ça marche, un peu plus de royalties. Ça me donne une petite bouffée d'oxygène, pas énorme, mais une petite bouffée d'oxygène. L'année d'après, c'est Seven Wonders Duel. Et l'année d'après, c'est King Domino. Ouais, ça a explosé. Et donc, depuis ce moment-là, je peux ne faire que ça. Et enfin, voilà, aujourd'hui, je vis, je vais pas me mentir, je vis très confortablement. Vraiment. Wow. Mais après, si tu veux, je gère ça de façon très calme parce que je sais pas combien de temps ça va durer. La durée de vie des jeux, elle n'est pas éternelle. Et même si on peut penser que King Domino et Seven Wonders Duel vont s'inscrire un peu dans le temps, les niveaux de revenus qui arrivent aujourd'hui, je peux pas compter dessus sur 20 ans. Tu vois, voilà. Donc, je suis prudent dans ma gestion. Mais par contre, aujourd'hui, franchement, j'ai la chance, et c'est vraiment une chance, que ça aille très très bien. En gros, si tu veux, un auteur peut vivre de la création uniquement s'il a un hit. Sinon, il faut absolument qu'il fasse quelque chose d'autre à côté. OK. Ça a pris vraiment l'espèce de boom là, de 2-3 jeux en année d'affilée pour vraiment générer une espèce de fond de base finalement. Tu vois, on va pas se mentir. King Domino et Seven Wonders Duel, aujourd'hui, ont tous les deux dépassé le 1 million d'exemplaires vendus. Wow. Donc, même quand tu gagnes 15 centimes par boîte, ça fait des sous. Ah non, effectivement.
Pour vrai, félicitations, parce que c'est quelque chose. C'est gentil, mais en fait, de toute façon, on a toujours travaillé, enfin moi j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours travaillé avec passion, avec foi, et ma quête n'est ni les prix, ni le nombre de ventes en tant que tel, enfin en tout cas l'argent. Moi, ma quête, c'est de faire ce à quoi je crois et de le partager, si tu veux. Et après, je mesure à quel point il faut que les planètes s'alignent pour qu'en arriver là, si tu veux, il faut une part de chance non négligeable. Travailler beaucoup, peut-être un peu de talent, mais par contre, la part de chance, elle est largement supérieure. Parce que très honnêtement, les jeux que je fais aujourd'hui, les jeux qu'on évoque, quand je regarde de façon lucide, je ne les trouve pas meilleurs que certains jeux que je pouvais faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et il s'avère que ça s'est emballé sur ceux-là. Donc, si tu veux, j'en suis très reconnaissant parce que ça me simplifie la vie. Mais en même temps, ça te permet de rester calme parce que tu sais que le prochain que tu vas faire, ça va certainement pas se passer comme ça. Tu vois, je veux dire, ça reste exceptionnel et il faut être reconnaissant que cette exception-là te soit tombée dessus, quoi. Mais quand même, il faut faire un peu sa chance. Il y a le talent derrière ça, comme tu l'évoquais et tout ça. Mais c'est ça, tu as travaillé quand même très fort pour te rendre où est-ce que tu es en ce moment. Là. Oui, non, mais c'est vrai, j'ai bossé. De toute façon, pendant 15 ans, j'ai pas pris de vacances. Donc, tout va bien. Wow. Après, sans me plaindre, parce que c'était aussi une belle vie. Hein. Je veux dire, quand tu es ton propre patron, tu vois, cet après-midi, il faisait beau. Je suis allé faire 2 heures de vélo. Parce qu'il faisait beau et que je pouvais le faire. Après, ce soir, je vais travailler. Mais voilà, donc ça veut dire que je gère mes horaires comme je l'entends. J'ai cette chance-là. C'est un confort de vie qui est exceptionnel, si tu veux. Oui, mais oui. Mais voilà, quoi. Après, j'ai travaillé beaucoup, mais ça suffit pas. Et je connais d'autres auteurs qui peuvent travailler beaucoup, qui ont du talent. Et parmi certains d'entre eux, il y en a qui n'auront jamais cette chance-là. Et il y a un côté injuste, en fait. Ouais, puis on sait jamais, comme tu dis, on sait jamais quand tu publies un jeu, t'as aucune idée du succès qu'il va avoir. C'est comme lancer les dés à chaque fois. Hein. Non, mais regarde, prenons l'exemple de King Domino. King Domino, pourquoi est-ce que ça marche de cette façon-là? C'est en grande partie, alors le jeu, il a ses qualités intrinsèques, etc., mais il a gagné le Spiel. Et forcément, ça lui a mis un coup de booster ça met une étampe dessus. Phénoménal. Mais regarde, si le jeu, il sort 1 an plus tôt, en face de lui, il y a Codenames. Je suis pas sûr que ce soit King Domino qui gagne. Hein. C'est vrai. Tu vois? Une question de timing. Ouais. Donc, ce timing-là que tu ne peux absolument pas maîtriser, si tu veux, il a un poids majeur sur les niveaux de réussite, en fait, derrière. Enfin, de réussite commerciale, j'entends. Ouais, quand même. Je voulais savoir, j'aimerais ça que tu nous racontes comment ça s'est passé la première fois que, dans le fond, la signature de ton premier jeu chez un éditeur, comment ça s'est passé? Alors, vous avez eu le temps, c'est une longue histoire. Oui, on a le temps. On est en vacances cette semaine, c'est la semaine de relâche au Québec. Donc, fin 99, je commence à travailler sur mon tout premier prototype. Et exactement le 1er novembre 99, je connais la date avec précision. Jusqu'à là, c'était une envie, mais j'avais jamais essayé. Donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais travailler sur l'univers du Far West pour tout un tas de raisons qui me sont propres. Et puis, du coup, j'ai commencé à récupérer des images à droite, à gauche. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure où je récupérais les images, le jeu s'est construit dans ma tête. Et j'ai commencé un samedi matin, il faisait un temps de merde. Et le dimanche soir, j'avais un prototype à découper et à tester. Le mercredi, j'invite des potes à la maison. Le soir, on joue au prototype. Il n'était pas loin d'être parfait. Il était surtout très mal équilibré. Mais par contre, il fonctionnait bien. Et on s'est fendu la gueule. Ce prototype s'appelait Sanfonilo. Et du coup, pendant 15 jours, je l'ai retravaillé, amélioré, rééquilibré, tout ça. Puis j'avais une version qui me semblait potable. En tout cas, du niveau de certains jeux que je pouvais acheter. Et du coup, moi, je me suis dit, de toute façon, je connais personne dans ce milieu-là. Hein. J'habite en plus en Haute-Savoie, dans les montagnes, loin des éditeurs qui, beaucoup, sont dans la région parisienne, etc., surtout à l'époque. Et puis, je lisais les revues, toujours pareil, Casus Belli, tout ce qui pouvait exister sur le jeu de société. Et j'avais vu une publicité passer pour un jeu qui s'appelait Dirty Christmas, et qui était publié par une maison d'édition qui s'appelait Men in Cheese, les hommes dans le fromage. Et là, je me dis, Men in Cheese, à tous les coups, c'est des Suisses.
Et moi, j'habite à 25 km de la frontière. Du coup, je me débrouille pour trouver un annuaire suisse et je trouve leur téléphone à Genève, c'est-à-dire à 25 km de chez moi. Donc, je fais ni une ni deux, je prends mon téléphone, j'y vais et je dis voilà, je suis auteur professionnel. J'ai pas dit professionnel parce que là, voilà, je suis auteur de jeu. J'ai vu que vous veniez de monter une maison d'édition. Pas besoin de dire que toi, tu n'as jamais fait un jeu. Alors je veux dire là. Est-ce que vous êtes ouvert à des collaborations externes? Le mec, au bout de 3 minutes, il me tutoie. On commence à discuter, sympathique, tout ça. Puis il me dit qu'est-ce que tu fais demain soir? Rien. Bah, viens nous voir. Le lendemain soir, j'ai un rendez-vous chez un éditeur. 3 semaines avant, j'ai jamais rien fait. 3 semaines après, j'ai rendez-vous chez un éditeur. La vie est belle quand même. Quand on ne doute de rien. Ne sachant pas que c'était impossible, il le fit. Donc, du coup, je me pointe chez eux. Donc, ils avaient, en fait, c'était dans une imprimerie parce qu'ils étaient avant tout imprimeurs, publicitaires, etc. Puis, en parallèle, c'était des passionnés de jeux de société. Ils avaient créé donc un petit jeu de cartes, Dirty Christmas, et un jeu de rôle qui s'appelait Lyonesse dans l'univers de Jack Vance, si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est voilà. Et donc, voilà, on joue au proto. Ils tombent amoureux du proto et ils me disent on le fait. Wow. Ils me disent écoute, voilà, on le fait, c'est super, c'est exactement ce qu'on a envie de faire, etc. Par contre, on va pas te cacher, là, pour l'instant, financièrement, bah, on vient de sortir 2 jeux. Donc, ce que je te propose, c'est que tu viens avec nous sur des festivals, à droite, à gauche, on continue à jouer au proto, on continue à l'affiner. Et puis, dès que l'argent est rentré suffisamment, le prochain jeu qu'on fait, c'est celui-là. Super. J'ai pas de contrat. Mais on s'est tapé dans la main et tout va bien. Et pendant 1 an, je vais faire des festivals qui sont essentiellement des festivals d'ailleurs de rôlistes, dans lesquels j'arrive avec mon petit jeu de cartes que les rôlistes n'attendent pas, puis ils regardent ça d'un œil un peu dubitatif, puis ils se prennent au jeu, puis ça marche, et puis petit à petit, je continue à l'affiner, etc. Et 1 an plus tard, du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle. Oh non! Oh non! Ils étaient 2. J'avais leur téléphone personnel aux 2, leur téléphone professionnel, leur mail personnel, leur mail professionnel, et du jour au lendemain, tout me renvoyait, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Oh mon Dieu. Du jour au lendemain, ça me disait, quand j'envoyais un mail, l'adresse mail n'existe pas. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai commencé à penser que ça sentait pas bon. J'ai pris ma bagnole, je suis retourné à Genève. Et en fait, sur l'endroit où j'étais, où je les avais rencontrés, etc., en fait, il y avait des grands trucs en travers, etc., avec les scellés dessus. Mais non. Ici. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ça pue du cul, cette affaire. Les gars, ils ont disparu, j'ai pas de contrat et ils ont toutes mes sources. Puisque, en fait, ils avaient toutes mes sources informatiques. Pour tout, je me suis dit, il n'y a rien qui les empêche de sortir mon jeu ailleurs, dans un autre pays, sans que je sois là, etc. Donc là, j'ai flippé un peu. Et du coup, j'ai tenté autre chose. Moi, j'étais très admiratif, je le suis toujours d'ailleurs, du travail d'un certain Bruno Fedouti, que je ne connaissais pas, mais dont je suivais le site internet. Et à l'époque, il avait d'ailleurs, ce que j'aimais bien, il avait un truc qui s'appelait la ludothèque idéale, donc où il parlait de ses coups de cœur et tout ça. Et en fait, dans son site, il se présentait, il disait « Moi, je fais des jeux depuis 20 ans, et seul ou en collaboration. » Alors du coup, il y avait son mail, je lui écris, je lui explique mon histoire en 5 lignes, même pas. Et je dis « Voilà, moi j'ai un deal à te proposer, j'ai un jeu qui est terminé, je pense qu'il est terminé. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Je bénéficie de ton carnet d'adresse, tu bénéficies d'un travail où tu n'as pas grand-chose à faire, et puis si ça marche, on fait 50-50. Je me dis, il ne me répondra jamais. Et finalement 1 heure après, ping un mail, hyper sec et laconique, enfin hyper sec, parce que bon, après quand tu connais Bruno, c'est pas surprenant, déjà, voilà. Il dit, ni bonjour, ni rien, il me dit, envoie-moi ton proto à telle adresse, 3 solutions. 1, ça me plaît pas, je te le renvoie. 2, ça me plaît, j'ai envie d'y mettre ma touche personnelle, entre parenthèses, cas le plus probable. On le fait ensemble et si on trouve un éditeur, c'est 50-50. 3, j'estime que le jeu est terminé vraiment, qu'il n'y a rien à faire. Je t'aide à trouver un éditeur, je veux 10 boîtes du jeu quand il sort. Wow. Et là, je l'ai relu 3 fois le mail, je me suis dit, putain, c'est pas possible ça. Alors j'ai tenté le coup. J'ai envoyé mon prototype. Je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre.
Et puis, 15 jours après, il m'a téléphoné en me disant « J'ai joué, c'est super, j'ai rien à faire, je ferai chier des cartes jusqu'à ce qu'il le fasse. » Et c'est comme ça que je me retrouve en contact avec le directeur de collection à l'époque de Jeux des cartes, qui était le gros éditeur français, qui est aujourd'hui disparu, mais voilà. Et du coup, que je me retrouve un jour dans un magasin à Lyon, un magasin Jeux des cartes d'ailleurs, à signer mon premier contrat de 100 fois Nivois. Voilà l'histoire. Wow. Donc, quand on parle de chance, il en faut. Évidemment, on n'a que la chance qu'on se donne, parce que comme je dis souvent à mes enfants ou aux plus jeunes, on ne gagne jamais une course dont on ne prend pas le départ. Non, ça c'est vrai. Puis, tu sais, il n'y a aucun chemin qui n'a pas d'embûche dans la vie en général. Là. Mais par contre, là aussi, il a fallu quand même que ça s'aligne drôlement, quoi. Tu vois, c'est, Quand même. Voilà. Et à partir de là, mon premier jeu sort avec Bruno, on ne s'est jamais rencontrés. Il m'invite aux rencontres ludopathiques parce que j'ai signé le contrat et puis je fais partie du truc. Là, c'est là où je rencontre tout le monde, quoi. Je rencontre Serge Laget, avec qui on fera très peu de temps après les Chevaliers de la Table Ronde, enfin, etc., etc. Et à partir de là, il me pilotera à Essonne, il m'emmènera à Essonne en me présentant tout le monde, tous les éditeurs, tous les auteurs, etc. Et en l'espace d'aller à moins de 2 ans, grâce à Bruno Fedouti, à qui je dois vraiment une fière chandelle, je connaîtrai tout le monde. Fait que Bruno a été ton catalyseur. Voilà, tout à fait, exactement. Mais non, mais complètement, ça a été... moi, j'ai la prétention aujourd'hui de dire que de toute façon, j'aurais trouvé la voie de l'édition, mais par contre, il m'a fait gagner peut-être 4 ans, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est... Non, c'est merci à lui, merci Bruno. Et en fait, il est comme ça, Bruno. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est hyper généreux. Et je pense que je suis pas sûr que tout le monde se rende compte à quel point ce monsieur aura été essentiel dans l'essor du jeu de société francophone, mais vraiment. Et que si aujourd'hui on a un peu une position de leader sur le marché européen, etc., c'est aussi en grande partie grâce à son travail, grâce à tout ce qu'il a généré en créant ces rencontres entre auteurs, éditeurs, etc. Et ça a créé ce melting pot qui fait qu'en fin de compte, on s'est tous tirés vers le haut ensemble. Ah, c'est bien ça. Puis quand tu travailles sur tes protos puis tes créations, est-ce que tu es plus quelqu'un qui va partir d'une thématique ou des mécaniques de jeu que tu aimerais développer dans ton projet? C'est quoi ton processus de création? Alors c'est rigolo parce que cette question elle est assez récurrente, que ce soit mais que ce soit des journalistes, d'autres auteurs, enfin etc. Mais en fait parce que beaucoup de gens veulent tout dissocier en fait. Ils veulent analyser, ils veulent rentrer des trucs dans des boîtes pour comprendre. Et en fait, la grande majorité déjà, ils oublient déjà une composante. Parce qu'on va te parler est-ce que tu commences par la thématique ou est-ce que tu commences par les mécaniques? Et pourquoi je ne commencerai pas par le matériel? Ce qui est la troisième composante. Par exemple, King Domino, qui est au-dessus de ma tête, là, l'idée initiale, c'est que je me dis, mais je veux faire un jeu avec des dominos. Je n'ai pas du tout d'autre idée que simplement d'utiliser l'objet domino pour faire quelque chose. Donc en fait, un jeu, c'est effectivement 3 composantes. Une thématique, une mécanique, un matériel. Ouais. Mais si tu en restes là, en fait, tu passes à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'expérience de jeu. Parce que la seule chose qui compte, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous parliez de vos jeux que vous avez aimés, la seule chose qui compte, c'est quelle expérience j'ai vécue pendant ma partie. C'est la seule chose qui compte. Et donc, la thématique, la mécanique, le matériel ne sont que des outils au service de nous, auteurs de jeux, pour créer une expérience de jeu. Ce qui veut dire qu'avec les mêmes outils, on peut créer des expériences de jeu différentes. Tu vois? Et c'est pour ça que je suis toujours un peu enquiquiné quand on va dire ça, c'est novateur. Ben, bien sûr, c'est bien que ce soit novateur, mais est-ce que ça te fait triper? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te permet de porter vers une expérience de jeu qui est super satisfaisante? Et parfois, en fait, avec des mécaniques ou des systèmes éprouvés, tu peux créer des expériences de jeu vraiment porteuses. Reprenons l'exemple de Trek 12 que vous avez expliqué en début d'émission. Dans Trek 12, il y a quoi de novateur? Les enveloppes? Non, tu lances 2 dés, non mais d'accord, mais tu lances 2 dés, tu fais une addition, une soustraction, etc. Bah, franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. et pour autant, quand tu joues, il se passe quelque chose.
Ouais. Et donc, il n'y a que ça qui compte. Et ça, c'est mon travail, c'est toujours ma première idée pour répondre à la question, ma première étincelle, elle peut être mécanique, elle peut être thématique, elle peut être matérielle. Il n'y a pas de loi, ça va dépendre, ça vient comme ça vient, c'est comme ça. Mais immédiatement, je commence à mettre en place la spirale de qu'est-ce qui va avec quoi pour créer quoi. Et en fait, c'est la pointe de la pyramide qui m'intéresse et c'est tout. Ouais, parce que, comme tu dis, l'expérience de jeu, c'est tout ce qui est important parce que c'est ça qui va déterminer si un jeu tombe dans l'oubli ou pas. Exactement, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux générer comme émotion d'une certaine façon. Est-ce que je veux générer des regards en biais autour de la table? Est-ce que je veux générer du fait on est tous ensemble contre l'adversité? Est-ce que je veux générer de la taquinerie? Enfin voilà, c'est ça qui est important finalement. Vraiment. Enfin pour moi en tout cas, enfin, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de voir les jeux. Vraiment, c'est une belle façon. Puis ça sort un petit peu du cadre. Tu sais, justement, comme tu disais, on essaye de tout mettre dans des boîtes. Tu sais, nous, en tout cas, moi, je suis très cartésien. Là, donc, pour moi, c'est important de dire, OK, on commence par l'étape 1, 2, 3, tu sais, mon esprit scientifique. Mais je comprends que tu peux mélanger démarche scientifique et artistique, puis tu le fais bien. Bien sûr, mais c'est là, si tu veux, en fait, on pourrait résumer ça par le supplément d'âme d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire quelque chose de parfait et parfaitement équilibré en restant sur l'étage mécanique, matériel, thématique, mais par contre, le jeu, il ne te fait pas vibrer. Ouais. C'est juste, c'est propre, c'est solide, mais tu te fais chier. Okay. Si tu veux, c'est la même façon, si je prends un parallèle qui va parler, je pense, à tout le monde, je vais prendre le parallèle de la musique. On disait tout à l'heure, je suis un mauvais guitariste, etc. Bon. Tu as des musiciens, des guitaristes qui m'impressionnent, qui sont capables de te poser 4000 notes à la minute, si tu veux, et il n'y a pas un pain, c'est hyper propre, etc. Par contre, bah voilà, je suis impressionné techniquement. Ça ne m'a pas fait vibrer. Et puis à côté de ça, tu as John Lee Hooker qui arrive avec une guitare à moitié désaccordée, si tu veux, et puis avec des accords qui sont à moitié faux. Et puis quand il joue et qu'il chante en même temps, bah, tu es à la limite des larmes. Bah, voilà, on peut faire le parallèle au niveau des jeux, en fait. C'est ça, c'est le côté émotif qu'on va aller chercher. Exactement. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de vivre des émotions. Après, je n'ai pas la prétention de dire que je réussis à les créer comme je voudrais à chaque fois, si tu veux. Mais c'est bien quand même ça qui me motive. Ouais, ben je pense que c'est ça qui va faire que tu vas ressortir du lot, je pense, là, justement, si ta motivation est vraiment à ce niveau-là, c'est intéressant. Là, au niveau de tu vas chercher les passions, tu vas chercher justement l'expérience de jeu, parce que souvent, quand on fait notre tour de table en début de podcast, c'est souvent ça qui revient. Tu sais, on a joué à tel jeu, puis hey, on a vécu une belle expérience. C'est surtout ça qui ressort du lot, finalement. C'est ça, parce que bon, finalement, je vais passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie de ma vie à faire un truc, là. À la fin, il faut que je me dise, ah putain, c'était cool, j'ai envie d'y retourner. Il ne faut pas que je me dise, bon, bah voilà, j'ai perdu une heure et demie, quoi. Attends, ça, c'est... Mais tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, on a accès à tout le temps, genre Netflix, machin truc, etc. Quand tu regardes une nouvelle série, c'est pareil. Tu regardes le premier épisode, et puis des fois, tu vas même pas au bout du premier épisode. Puis, des moments donnés, tu es capté direct, et puis voilà, bah, je pense qu'avec les jeux, on peut faire le parallèle aussi. Ça existe de la même façon. Puis, j'enchaînerais en te demandant, là, parce que, tu sais, on parle justement de ton processus de création et tout ça, là, tu nous l'as bien expliqué, mais souvent, dans tes conceptions de jeu, tu as souvent fait des partenariats, soit en duo ou en équipe. Est-ce que tu sais, en quoi c'est important pour toi, puis en quoi ça peut... tu sais, qu'est-ce que tu aimes le plus, finalement, d'une création à plusieurs, là? Alors, déjà, créer, c'est douter. Et douter à deux, c'est bien plus confortable que de douter tout seul. Déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, moi, je suis devenu auteur assez tardivement, finalement. Enfin, je me suis autorisé à me lancer là-dedans. J'avais déjà presque 40 ans, finalement. Et donc, ça veut dire qu'avant de me lancer là-dedans, j'ai beaucoup conscientisé sur le processus et pourquoi je le faisais, etc., etc. Et du coup, il est assez communément admis que pour un auteur littéraire, en fait, il écrit le même roman toute sa vie. C'est-à-dire que les histoires sont différentes, mais les trames, les thèmes abordés, etc., sont souvent de façon assez récurrents d'un livre à l'autre parce que tu as des choses en toi qui vont faire que ça va ressortir tout le temps. Des blessures, des failles, des envies de comprendre, enfin voilà. Et je me suis dit que pour un auteur de jeu, c'était sans doute la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou pas,
ton cerveau, il revient dans sa zone de confort. T'as beau te dire, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de fondamentalement différent. Non, ton cerveau, à un moment donné, il revient dans sa zone de confort tout le temps. Et moi, mon ambition, ça n'a jamais été de faire un jeu. Mon ambition, c'était de devenir auteur et donc de faire des jeux. Et je me suis dit depuis le début qu'il ne fallait pas que je reste seul, qu'il fallait que j'alterne de la création solo, parce que toujours aujourd'hui, j'aime bien faire des jeux tout seul par moment, parce que du coup, tu n'as rien à négocier, ni quoi ni qu'est-ce, tu vas où tu veux. Et en même temps, faire des jeux en collaboration avec d'autres auteurs. Après, ce goût, il vient peut-être aussi de la recherche scientifique, où tu travailles jamais tout seul. T'es maître de tes études, etc. Mais pour autant, tu as plein de partenariats, etc. Et ça te permet de t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Et en fait, du coup, en travaillant avec d'autres, en dehors du fait que c'est plus confortable parce que tu partages tes doutes et puis du coup, tu te confortes dans le fait qu'il faut bien aller dans telle ou telle direction, ça te permet d'aller te frotter à des éléments sur lesquels tu ne serais jamais allé tout seul parce que ta tête ne serait pas allée là. Ça peut être des univers, ça peut être des mécaniques, ça peut être plein de choses, etc. Et je trouve ça vraiment très enrichissant, en fait, d'aller explorer des secteurs où tu ne serais pas allé tout seul et de ne pas te fermer à ça. Aujourd'hui, c'est encore plus une chance pour moi. Ça l'a toujours été, mais ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui, c'est précieux. Parce que si tu regardes un joueur, les joueurs, globalement, la tranche d'âge, allez, ça, on va dire, c'est 30-40 ans, en moyenne. Et moi, je ne sais travailler que sur des projets qui me font triper moi. C'est-à-dire qu'en fait, ma seule motivation, c'est de faire le jeu que j'ai envie de jouer pour moi-même. Et du coup, ma grande interrogation, c'est de me dire à partir de quel moment je vais être has-been. C'est-à-dire à partir de quel moment, puisque je vieillis, je prends un an chaque jour, chaque année en plus, si tu veux, j'ai 57 ans aujourd'hui, à partir de quel moment mes propres goûts de mec qui a presque 60 ans vont être en décalage de ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Puis qu'on va dire, bon, ben voilà, Kaetala, il nous emmerde, là maintenant, ça suffit. Il faut qu'il aille à la maison de retraite. Là. Et là où c'est précieux, c'est qu'aujourd'hui, c'est des jeunes auteurs qui viennent vers moi. Quand je travaille avec un Florian Siriex, quand je travaille avec un Théo Rivière, quand je travaille avec un Corentin Lebras, je travaille avec des gens qui ne sont pas de ma génération et qui ont d'autres façons de voir. Alors, et du coup, c'est hyper précieux pour moi, ce melting pot, qui se passe de façon d'ailleurs très naturelle et très amicale. Et il n'y a pas un maître et un élève, hein, ça ne se passe pas du tout comme ça. La relation, elle est totalement équilibrée, si tu veux. Moi, je me sens d'ailleurs maître de rien du tout, hein, pour être très clair. Et en fait, j'ai énormément à apprendre d'eux. Et je pourrais même dire, tu vois, récemment, là, toujours au-dessus de moi, il y a Dragomino. Dragomino, je suis allé chercher Wilfried et Marie Faure pour m'accompagner sur ce projet, parce que je pensais, à juste titre d'ailleurs, que j'étais pas forcément hyper pertinent pour aller travailler sur le secteur des jeux pour enfants. Eh bien, grand bien m'en a pris, parce que Asdor ou pas, ce que j'ai appris en travaillant avec Wilfried et Marie, si tu veux, est super précieux. Et donc, du coup, en fait, alterner création solo et partenariat avec d'autres auteurs, moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour durer, en fait. C'est clairement un bon moyen pour se faire challenger, comme tu dis, puis d'amener des idées nouvelles. Puis, tu sais, souvent, nos idées, on les voit de notre façon, de notre œil, mais quand quelqu'un d'autre les regarde, c'est un autre regard qui peut nous faire sortir des choses qu'on n'aurait pas, nous, été capables de voir, là. Et puis bon, écoute, peut-être qu'il n'y a qu'en français que ça se dit comme ça, on fait des jeux de société. Et pour moi, ce mot-là, il veut dire quelque chose. Et ce côté partage, moi j'aime bien partager mes jeux, avec le public, avec les joueurs, une fois que le jeu est sorti. Mais d'abord, j'aime bien déjà commencer à partager avec des partenaires. Et ce travail finalement d'équipe, je trouve ça très agréable. Et puis ça me permet de ne pas être tout seul toute la journée, quoi. On comprend ça. Puis comme tu aimes beaucoup faire des partenariats de création en duo ou en groupe, est-ce qu'il y a un auteur avec lequel tu n'as jamais travaillé que tu aimerais travailler dans un futur rapproché? Ah ben oui, il y en a deux en fait. Hein. Enfin, il y en a au moins deux en tout cas. J'aimerais beaucoup, à l'étranger, hein, je vais parler de jeux d'auteurs étrangers, j'aimerais beaucoup un jour faire un jeu avec Rob Daviau. OK. Parce qu'on s'est déjà rencontrés, parce qu'il y a un capital sympathie, parce que c'est quelqu'un qui, moi, j'ai vraiment été scotché par ce qu'il a fait sur Risk Legacy. Ouais. Et c'est un jeu qui sera de toute façon, quand
quelques dizaines d'années, des gens s'amuseront à retracer l'historique du jeu de société moderne. On verra à quel point la pierre qu'il a posée à ce moment-là aura été un édifice important pour le. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'innovant pour le coup, mais dans le bon sens du terme. Pas innovant pour l'innovation, quoi. Pour l'expérience de jeu, justement, que c'était incroyable. Le jeu Legacy, c'est de là que ça a parti. Exactement. Et puis sinon, un autre auteur qui pour moi a été essentiel d'ailleurs dans le fait que je puisse même commencer à créer un jeu d'ailleurs, c'est Richard Garfield. Parce qu'en fait, Magic m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à ce que Magic sorte, j'avais l'envie de faire des jeux, mais je voyais même pas par quoi commencer, je voyais même pas. Et en fait, Magic, avec chaque carte qui transgresse la règle, qui amène une nouvelle règle, en fait, ça m'a... D'un seul coup, j'ai vu tout le mécano de tous les jeux et j'ai compris énormément de choses comme ça. Et ça m'a permis, moi, après, de recréer des choses différemment et tout ça. Mais en fait, Magic m'aura d'abord, premièrement, porté en tant que joueur. J'ai adoré ce jeu. Vraiment, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi. Ouais, je te comprends. Moi aussi. Mais moi, j'étais jeune. J'étais adolescent quand j'ai commencé à jouer à Magic. J'avais peut-être 12 ans. Ouais. Puis j'ai joué quand même beaucoup. Et donc, oui. Donc, si un jour, j'avais la chance de pouvoir faire un jeu avec Richard, ça serait super chouette. Après, bon, voilà. On s'est déjà rencontré lui aussi? Ouais, je l'ai déjà rencontré. Une fois, il était venu à Cannes, d'ailleurs. Ok. Il était venu au festival de Cannes pour la sortie de King of Tokyo. Ouais, oui. Ouais. Et puis, ça peut nous arriver une fois de temps en temps de s'envoyer un mail, bravo, merci, enfin voilà, bref, voilà. Mais on n'a pas de liaison autre que ça, quoi. Okay. C'est quand même... Ouais, mais puis ce qui est chouette, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, malgré son succès et malgré le fait que ça doit très très bien aller pour lui, il est hyper humble et ouvert, en fait. Parce que quand tu as un mec comme ça qui t'envoie un mail pour t'envoyer une photo d'un jeu qu'il est en train de jouer avec son fils, tu te dis putain, c'est cool quand même, on se connaît pas, et t'envoies ça, c'est chouette. Toi, le jeu de société, c'est aussi ça. Le partage. Moi, par exemple, quand j'ai la chance de gagner le Spiel avec King Domino, 2 semaines après, c'est Wolfgang Kramer, que je connais pas, vraiment, qui m'envoie un mail de félicitations, toi. Je veux dire, tu te dis, waouh, putain, les gars, bravo, quoi. C'est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai que ce petit côté-là de solidarité ressort beaucoup dans la communauté des joueurs de jeux de société en général. J'espère que ça va pas trop s'altérer dans les années à venir. Ouais, mais on l'a vécu, on est allé à Gen Con. En fait, là, moi, c'était la première fois que j'y allais, là, 2 ans. Puis tu vois que c'est une belle famille, finalement, le jeu de société. Là. Les gens sont faciles d'approche, puis c'est pour la plupart. Là. Puis la collaboration qu'il y a entre les gens là-bas, c'est vraiment intéressant aussi. Là. Ouais, non, mais moi, ça fait partie des choses aussi qui font que je me sente bien dans ce milieu. Hein. Pour moi, il n'y a pas de distance à avoir entre un joueur, un blogueur, un auteur, un éditeur. En fait, pour moi, on fait partie, mais je dis ça, c'est pas une vue d'esprit. Pour moi, on fait partie de la même famille. Ouais, parce on est tous des joueurs à base. On est des passionnés de jeu, on aime ça, on a une passion commune. Déjà, ça nous rapproche. Et puis, quelque part, ça veut dire que, voilà, de toute façon, on se ferait rencontrer autrement. On aurait probablement été potes dans la vie. Soyons-le tout de suite. Et puis, on s'en fout de savoir s'il y en a un qui a fait un jeu puis pas l'autre. Tu vois, je veux dire, c'est pas important en fait. C'est ce qui m'emmène à enchaîner justement là, avec prochaine question. En fait, tu sais, tu es souvent présent dans les salons d'événements ludiques. C'est quoi que tu aimes le plus là-dedans? On en parle un petit peu, là, je pense que c'est surtout probablement le lien que tu as et en tout cas, que tu as bien facilement avec les gens autour de toi. Là, ouais, c'est ça. Moi, je crois que fondamentalement, j'aime les gens en fait. Et puis après, tu sais, dans les raisons pour lesquelles j'ai fait ce parcours-là et je suis devenu auteur, c'est que, quand je vais le dire là, les gens, ça va les faire rigoler, mais parce que personne ne me croit quand je le dis, mais en fait, je suis quelqu'un de très timide. Ok. Et la timidité, c'est de la peur, en fait. Et en fait, un enfant qui a peur, il n'a pas 50 stratégies, il en a 2. C'est soit il se cache, soit il fait du bruit. Moi, je suis plutôt dans la catégorie bruyante. C'est-à-dire que je fais du bruit pour me rassurer. Donc, les gens pensent que, du coup, je ne suis pas du tout timide. Mais en fait, si. Et en fait, si j'ai choisi de faire quelque chose où je m'expose, parce que quand tu choisis d'être auteur ou musicien ou peu importe, à un moment donné, tu te mets en avant. Et donc, tu t'exposes.
Mais du coup, ça veut dire qu'en m'exposant, ce sont les autres qui viennent vers moi. Et si tu fais le premier pas vers moi, je ne suis plus timide. Mais moi, je n'ai jamais à le faire. Et donc, en fin de compte, pour moi, ben, les salons, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai des tas de personnes qui viennent vers moi. J'adore ça, en fait. Et puis, du coup, on entame une discussion. Et puis, j'ai noué énormément de super belles amitiés durables, hein, en particulier au Québec, d'ailleurs, de cette façon-là. Donc, moi, j'aime ça. J'aime ce contact-là, en fait. J'aime ce moment de partage. Puis, justement, cette année, on a comme un peu perdu ça à cause de la pandémie. Mais on a vu, David et moi, on regardait, là, tu as eu une super idée pour vrai, là, qu'on a vraiment... on n'a pas été surpris parce que venant de toi, là, je pense que ça fait juste du sens, là, mais l'idée des dédicaces personnalisées, c'est vraiment intéressant. Là, on peut peut-être l'expliquer aux auditeurs. Là, Tout à fait. Donc, j'ai un mail spécifique qui, vous pourrez le mettre en lien. On le mettra dans la description. Hein. Ouais, on va le mettre dans la description. En description, parce que voilà. Et en fait, les gens qui le souhaitent, comme je ne peux plus faire de dédicaces, etc., peuvent m'envoyer un petit message en me disant pour à qui ça s'adresse, évidemment. et puis moi, je fais une petite image sur ma tablette, et puis je fais une dédicace comme si on était en salon, je la renvoie par mail, et après, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer, à la coller dans votre boîte, en fait. Et ouais, j'ai eu cette idée-là, et puis c'est pas pour faire, c'est pas pour faire de la dédicace pour faire de la dédicace. Moi, ce qui m'intéresse quand on me demande de signer une boîte, c'est pas que la boîte elle ait mon nom dedans, c'est pas ça. C'est le moment d'échange qu'il y a entre nous à ce moment-là. Tu vois, c'est pas faire des dédicaces à la chaîne, machin truc, j'en ai rien à foutre. Par contre, en général, quand quelqu'un vient en face de moi en dédicace, on va échanger 3 mots, il va y avoir un sourire, il va se passer quelque chose. Je vais mettre une connerie dans la boîte parce que par rapport au moment qu'on est en train de partager, un jeu de mots stupide. On n'est jamais appris d'un jeu de mots stupide avec moi. Et voilà. Et donc, c'est ça qui m'est précieux. En fait, c'est ça que j'ai retrouvé par ce moyen-là. Parce que les gens, en fait, la grande majorité d'entre eux, ils m'ont écrit des tartines. Ils m'ont écrit leur vie, si tu veux. Et moi, j'ai répondu. Et on a un échange souvent de 2-3 mails, etc. Et voilà, et j'ai retrouvé ce lien-là de cette façon-là, et pour moi, c'est ça qui est important, c'est le lien. Vraiment une bonne idée, en tout cas, je le souligne, là, c'est vraiment intéressant. Merci. Puis tantôt, on parlait que tu avais gagné le Spiel pour King Domino, ou que tu as gagné l'As d'or cette année pour Dragomino. Qu'est-ce que ça représente, ces prix-là que tu as gagnés dans le passé? Avant tout, c'est une reconnaissance. Évidemment, si tu veux, c'est pas ma quête. À nouveau, je n'ai jamais fait des jeux pour gagner des prix. Par contre, quand ça arrive, je ne suis pas du tout insensible. Mais vraiment, tu vois, Dragomino, ça date de jeudi dernier. Dragomino, je m'y attendais pas, pour le coup, vraiment pas. Et j'étais tout seul chez moi, pourtant, tu vois, il y a pas avec pas avec la salle, pas en ayant à faire un discours ni quoi ni qu'est. Et puis, j'ai les larmes qui sont montées tout de suite, en fait, si tu veux. C'est parce que voilà, ça représente, cette reconnaissance-là. À un moment donné, on te dit, ce que tu fais, ça vaut quelque chose. Mm-hmm. Et voilà, c'est super agréable. En fait, si tu veux, on est tous en quête de reconnaissance d'une façon ou d'une autre, familialement, professionnellement, etc. En fait, pour moi, ça consacre ça, quoi, vraiment. Donc, si ça vient, tant mieux, j'en suis ravi. Si ça vient pas, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il faut bien avoir conscience que ça n'a pas valeur de vérité. C'est-à-dire que très clairement, Dragomino n'est pas meilleur que La Maison des Souris, n'est pas meilleur que Détective Charlie ou que Kraken Attack. C'est simplement un nombre limité de personnes à un moment T qui a choisi celui-là, si tu veux. Ça n'enlève rien aux qualités des autres et ça aurait pu être eux, si tu veux, et sans que ce soit du tout un scandale, voilà. Donc du coup, quand ça tombe dessus, il faut aussi te dire, j'ai pas forcément fait le meilleur jeu du monde. Tu vois, mais merci, je suis très reconnaissant que vous m'ayez choisi, ça me fait énormément plaisir, et voilà, quoi. Donc ça veut dire ça. Et puis bon, le Spiel, c'est encore autre chose, forcément, parce que si on fait le parallèle par rapport au cinéma, l'As d'or, c'est une Palme d'or à Cannes, ou même un peu moins encore, c'est plus un César, dans l'équivalent d'un César, ce qui est déjà une super récompense, je veux dire. Oh oui. Et puis le Spiel, c'est comme si tu gagnes un Oscar à Hollywood, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, tu sais que ça peut passer toute ta vie à côté, quoi, vraiment. Et donc, voilà, c'est là, moi j'étais à Berlin pour la cérémonie. Je peux te dire que quand le rideau est tombé puis que c'était King Domino, pendant une bonne minute, j'ai pas pu parler, j'étais en apnée.
Ah, ça doit C'est, être. ouais. C'est énorme, quoi. C'est sûr. Donc voilà, je cours pas après les prix, mais en même temps, j'en suis très fier. Ben, félicitations encore pour Ouais, ces deux félicitations. super prix-là. C'est très Voilà, merci. mérité, là. Et puis à nouveau, ne pas oublier que c'est toujours un travail d'équipe. Oui, effectivement. Parce que tu peux avoir le meilleur jeu du monde, s'il est navré à la réalisation, bah, de toute façon, tu ne gagneras rien du tout. Effectivement. Je vais t'emmener dans un terrain un petit peu plus glissant. Dernièrement, tu as eu une expérience mitigée avec la plateforme Kickstarter. Ouais. J'aimerais ça savoir, parce que là, tu sais, ça prend beaucoup de place quand même, les Kickstarter, dans le monde des jeux, d'autant plus dernièrement, depuis quelques années. Comment tu vois l'impact de la plateforme sur Alors, les jeux et tout ça? Là? Alors pour moi, déjà, Kickstarter, c'est pas le mal. Hein. Je veux dire, Kickstarter, ça peut être très bien, mais souvent Oui. le meilleur côtoie le pire, en fait. Mais ce qui me plaît pas, si tu veux, il y a plusieurs choses qui me plaisent pas. Ce qui me plaît pas enfin, ce qui m'a fortement déplu parce qu'on est en train de parler de Cléopatra, tout s'est hyper bien passé avec l'éditeur, sur la réalisation, etc. J'ai la vieille édition. Ouais. Et franchement, le travail a été très agréable. Donc jusque-là, ça s'est bien passé. Mais ce que j'ai trouvé hyper désagréable, c'est que les Bakers, en fait, ont été livrés 3 mois après les boutiques françaises. Et ça, moi, je trouve ça inadmissible. Tout simplement parce qu'à un moment donné, le jeu, il a existé parce que des individus, ont décidé de mettre de l'argent pour que le jeu existe. Et à la fin, tu leur fais un gros doigt d'honneur en leur disant on va d'abord livrer une boutique. Enfin, les boutiques. Enfin, un distributeur. C'est assez ordinaire quand ils font ça. Qui, lui, n'y est pour rien, hein, parce que lui, en fait, il a passé un contrat, etc., et puis lui, il a été livré par l'éditeur. C'est l'éditeur qui a fait ce choix-là. Le distributeur français, Lucky Duck, etc., lui, il y est strictement pour rien. Hein. J'ai rien contre eux, au contraire. Hein. Je veux dire, ils ont été super cool, etc. Mais du coup, moi, qui suis porteur du projet, j'ai des gens qui ont signé, enfin, du moins, comment dire, qu'on pledgeait ce jeu-là parce que c'était mon nom, ou celui du dos sur la boîte, si tu veux. Et après, derrière, je génère que de la déception. Et donc, du coup, je suis impacté personnellement par cette décision qui me déçoit fortement et qui m'a agacé. Et donc, quand je suis agacé, en général, je le dis. Puis, tu sais, d'autant plus que généralement, une campagne Kickstarter, ça te rapproche d'une certaine façon des gens dans la conception, dans tout, comment évolue, justement. Exactement. Puis, je pense que c'est un peu ce à quoi tu t'attendais, puis tu as été déçu finalement par la suite. Là. Alors après, sinon, Kickstarter, oui, forcément, moi je trouve que ça peut permettre à des projets qui n'auraient peut-être pas pu exister autrement d'exister, donc ça c'est super. Après, il y a des choses sur lesquelles je suis pas forcément en phase, c'est-à-dire je suis pas en phase avec le fait de faire du plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, justement, on parlait d'expérience de jeu. Un jeu, il doit donner une expérience de jeu qui est suffisante, et nécessaire et suffisante, sans avoir nécessité d'avoir 4 milliards de trucs en plus, que finalement, de toute façon, tu joueras jamais. Donc, ce côté pompe à fric artificiel, parce que je t'offre le machin comme ci, le machin comme ça, qui fait que finalement, au lieu de lâcher 70 boules, tu vas avoir fini par lâcher 150 €, si tu veux. Ouais. Ça fait beaucoup en dollars canadiens. Ça fait beaucoup, ouais. Et puis après, il y a un autre effet qui est assez pervers, c'est-à-dire que je dis ça pour la blague, mais je pense que c'est assez vrai, en fait. C'est qu'en fait, on est passé d'un monde du jeu de société où il fallait faire des jeux massivement multijoueurs, il fallait que ça puisse jouer à 4, 5, etc. Puis après, il fallait absolument que tous les jeux ils aient au moins une variante pour qu'ils puissent être joués à deux. Puis maintenant, il faut que tous les jeux ils aient quasiment une variante pour pouvoir être joués tout seuls. Et puis, je pense que l'aboutissement de ça, c'est Kickstarter, c'est le jeu que tu ne joues pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as pledgé, tu l'as reçu chez toi, mais tu ne l'as jamais ouvert. Et je serais très curieux d'avoir des vrais ratios de nombre de boîtes qui ont réellement été ouvertes, combien de jeux n'ont jamais été joués, c'est-à-dire dans les campagnes. Et en fait, moi, ça me déçoit un peu parce que, bon, c'est du consumérisme, mais surtout, même, moi, en tant qu'auteur, ce qui me fait triper, c'est que mon jeu soit joué. C'est pas que je l'ai vendu. Ouais. J'ai besoin qu'il soit vendu pour gagner ma vie, bien sûr. Mais par contre, ce qui me fait triper, c'est quand je vois des gens y jouer. Et donc, quelque part, un jeu magnifique, etc., qui n'est pas joué, ça me fait pas triper. Tu vois, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est quasiment Donc, rendu des objets de collection rendus là, tu sais. c'est ça. C'en Donc est ridicule. Kickstarter, j'ai probablement d'autres jeux qui arriveront sur Kickstarter, hein, parce que moi je ne suis pas hostile à ce mode de fonctionnement. Par contre, je prendrai garde avec l'éditeur concerné que d'une part, les boutiques sont impliquées, parce que je veux que mon jeu, après, il arrive en boutique. Alors, si tu commences par tuer tout le marché, puis qu'après, tu dis aux boutiques, ah, mais maintenant, il faudrait en prendre. Donc, tu vois, il faut que les boutiques, il faut penser aux boutiques d'emblée, parce que les boutiques de jeux de société, on en a vraiment besoin, parce que c'est des relais essentiels pour pouvoir expliquer nos jeux, enfin, pour pouvoir porter la bonne parole, d'une certaine façon. Et je prendrai soin aussi que les bakers soient livrés en premier et pas 6 mois après la livraison d'autres boîtes ailleurs. Ouais, puis moi j'ai une expérience qui ressemble à. Ben, j'ai une expérience semblable, mais qui s'est déroulée autrement dernièrement. Je pense que c'était Kingdom Rush de Lucky Dog Games, que j'avais fait le proto pour eux autres dans le temps, donc ils m'avaient comme donné une copie du jeu Kickstarter. Puis dans le fond, quand ils ont sorti le jeu, ils voulaient le sortir pour. Je me souviens plus si c'était Gen Con ou. En tout cas pour une convention ou SN. Je pense que c'était pour SN. Puis dans le fond, les backers ne l'avaient pas reçu encore. Puis les autres voulaient le sortir à SN avant que les backers le reçoivent. Fait qu'ils ont demandé aux backers si ça nous dérangeait qu'ils sortent à SN avant qu'on l'ait reçu. Puis les backers ont voté en très grande majorité comme quoi c'était correct. Puis tu sais, Oui, ils se sentaient respectés parce qu'ils nous l'avaient demandé. T'sais. Exactement, mais moi je suis persuadé que si on avait voté contre, ils ne l'auraient pas sorti. Exactement. Donc là, et puis là, si tu veux, en plus, là, dans le jeu concerné, je crois qu'il était question de 2 ou 3 semaines de décalage. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, si tu veux, à un moment donné, moi je suis baker, on me demande mon avis, puis on me dit, tu sais, ça sera que 15 jours. Bah, je dis, ok, c'est super cool que tu me poses la question, vas-y, gagnez votre vie, c'est chouette. Par contre, nous, non, c'était 3 mois et sans rien dire à personne, quoi. Et en plus, en étant obligé de relancer 4 milliards de fois pour avoir ne serait-ce que la moitié d'une réponse, quoi. Tu vois, c'est... Donc là, sur cette communication-là, j'ai été très déçu, vraiment. Et c'est dommage, parce que la réalisation du jeu, à côté de ça, elle est super. Ah, la nouvelle édition a l'air fantastique, là. Puis on le Donc, sait, voilà. cette année, on a vécu une année spéciale, évidemment, avec la pandémie mondiale. Ça a eu des impacts sur beaucoup de choses, là, dont moi, sur mon travail d'enseignant. Mais j'imagine que ça a aussi des impacts sur ton travail d'auteur de jeu, sur les développements de tes projets, tout ça. Comment ça a eu d'impact, dans le fond, sur ton travail cette année, en 2020, là, l'année passée? De même que, si tu veux, le monde du jeu a été à 2 vitesses au niveau des ventes de jeux, c'est-à-dire que le marché de la nouveauté, ça a été très compliqué, et le marché des hits, en fait, il a explosé du fait de la pandémie. Je crois que c'est Antoine qui disait ce matin, sur Seven Wonders Duel, en 2020, il y a eu 140 ou 150% d'augmentation des ventes. Wow! Donc c'est n'importe quoi. Wow. Et on va pas s'en plaindre, hein, mais tu vois, à côté de ça, faire exister une nouveauté n'a jamais été compliqué. Je pense qu'au niveau du travail des auteurs, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai la chance d'être un auteur, entre guillemets, un peu installé. Ça veut dire que de toute façon, déjà, ça fait des années que je travaille en télétravail, hein, puisque je suis tout seul chez moi, etc. Donc voilà. Donc de toute façon, tous ces outils numériques, Skype, etc., c'était mon quotidien depuis longtemps, donc ça ne m'a pas bouleversé de ce point de vue-là. Okay. Mais surtout, j'ai déjà tout le réseau. Ce qui veut dire que pendant le confinement, j'ai pu continuer à travailler. J'ai par contre utilisé des outils que je n'utilisais pas forcément, c'est-à-dire que je me suis mis à faire des portages numériques sur Tabletop Simulator. Et ça m'a permis de jouer avec mes co-auteurs à distance et ça m'a permis de démontrer des jeux à des éditeurs parce que comme j'ai ce tissu relationnel-là, ils m'ont ouvert le canal pour qu'on puisse jouer ensemble. Alors qu'un néo-auteur qui arriverait avec son premier proto, je ne suis pas sûr du tout qu'on lui aura ouvert les portes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc finalement, pour moi, en réalité, en dehors de l'aspect convivial d'être autour de la même table physique, ça n'a pas changé grand-chose en termes de travail. Et pendant le confinement, j'ai dû signer, je sais pas, 4 contrats, je pense, tu vois. Donc ça m'a pas handicapé. Là, par contre, tu vois, j'ai à côté de moi un prototype. C'est un prototype de jeu à 2, asymétrique, etc., qui est super cool. Mais celui-là,
Le faire jouer online, ça me paraît plus compliqué par rapport à la mécanique du jeu, tout ça. Là, j'ai besoin d'être en face à face avec un éditeur et puis j'attends le moment opportun pour pouvoir aller faire mes démonstrations. OK. Puis, tu sais, cette année, je veux pas, t'en as parlé, comme quoi les gens se sont en allés plus vers le côté numérique, là, Board Game Arena, Tabletop Simulator, Tabletopia, en tout cas, il y en a quand même plusieurs. C'est quoi ton apport dans l'adaptation des jeux sur Board Game Arena? Est-ce que tu as ton mot à dire pour l'adaptation ou c'est vraiment voici mon jeu puis vous avez carte blanche? Ah non. Moi, je valide toujours l'interface avant que ça soit public. OK. Donc, en termes d'ergonomie, en termes de respect des règles, en termes de tout, toujours. Alors après, j'y passe plus ou moins de temps selon les projets, mais de toute façon, il y a toujours un stade de validation. Typiquement, tu vois, par exemple, sur Abyss, qui est sorti récemment. Ouais, c'est ça fait quelques semaines, il était en bêta. Avec Charles, on a imposé, si tu veux, une règle sur BG Board Game Arena qui, en fait, n'existe pas nécessairement dans la boîte. OK. C'est-à-dire qu'en fait, elle existe dans les boîtes de maintenant, je pense, mais on l'a introduite avec l'extension Kraken, je crois. C'est qu'en fait, tu as la loi martiale, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir plus de 12 cartes en main. Okay. Et donc ça, cette règle qui est pour moi essentielle, mais qui n'est pas dans la boîte de base, elle est implémentée directement sur le jeu. OK. Parce que pour moi, quand tu n'appliques pas ça, et quand tu as des gens qui font comme aux aventuriers du rail, certains joueurs font, ils commencent par cumuler 4 milliards de cartes avant de tout poser, bah, je trouve que le jeu, il est super chiant en fait. Okay. Ouais, si t'as pas de contraintes de cartes. Exactement. Nous, pourtant, on en a fait des parties, mais quand on a fait le jeu, etc., on n'a jamais imaginé que les gens joueraient comme ça parce que c'est juste chiant. Alors, en fait, si, il y en a qui jouent comme ça. Donc, sur une plateforme numérique où en plus, tu vois, ça peut aller très vite, il faut quand même que tu aies du fun à jouer. Si tu avais un joueur qui se comportait de cette façon-là autour de la table, tu n'as plus envie de jouer. Donc, tu vois, ça fait partie des éléments sur lesquels on réfléchit et sur lesquels moi je suis très vigilant que l'expérience de jeu, toujours pareil, j'en reviens toujours à ça, ne soit pas dégradée en fait. Si elle est améliorée, tant mieux, mais en tout cas, elle ne doit pas être dégradée. Excellent. Puis peux-tu nous dire s'il y a d'autres adaptations qui sont en route sur BGA bientôt ou Alors, à ma connaissance, sur BGA, de toute façon, oui, il y a Insert, mon petit jeu à deux, là. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Voilà. Et puis sinon, moi, je rêverais qu'un jour, il y ait Five Tribes, hein, mais bon, voilà, ça, pour l'instant, c'est compliqué. Mais après, pour moi, je trouve que les portages aussi se prêtent beaucoup aux jeux à 2 joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que Abyss, par exemple, le portage, il est super, l'interface est top. Mais moi, j'envisage pas d'y jouer autrement qu'à 2 sur ce type de plateforme. Parce que je pense qu'à 3 ou à 4, ça devient tout de suite trop chiant. Et on aurait une adaptation de Five Tribes, je me demande dans quelle mesure j'imposerais pas que ça soit que à 2, en fait. OK. Pourquoi pas? Ouais. De toute façon, après, en tour par tour, ça jouerait quand même bien aussi. En fait, le séquençage du tour de jeu par rapport à tout ce que tu fait qu'à un moment donné, si tu as des... tu vois, il faut jouer en live et puis il faut que ça dure pas trop longtemps, quoi. Donc, tout ce que tu peux faire pour limiter les temps d'attente, je pense que c'est important. Il faut que tu sois impliqué tout le temps. Puis, tu as eu beaucoup d'expérience, évidemment, comme auteur de jeu. Quel conseil tu donnerais à des auteurs qui commencent? Tu dois te la faire poser souvent. Déjà, de ne pas lâcher leur travail, déjà, pour commencer. De faire ça vraiment par passion, en parallèle d'une activité rémunératrice, en se mettant quand même les chances de leur côté, c'est-à-dire en le faisant sérieusement. C'est-à-dire que de toute façon, si tu le fais pas, si tu le fais par-dessus la jambe, tu réussiras pas. Les conseils, après, c'est de se faire confiance. De s'écouter, c'est de tester encore et encore. C'est dans les innombrables retours que les gens vont leur faire, c'est de faire le tri de ce qu'ils doivent écouter et de ce qu'ils doivent ne surtout pas écouter. Parce qu'à la fin, ils font leur jeu, ils ne font pas le jeu de quelqu'un d'autre. Par contre, il faut être très très vigilant sur écouter la petite voix que tu as au fond de toi. C'est-à-dire que très très souvent, en fait, il y a un moment donné, quand un prototype il commence à évoluer puis qu'il commence à être pas mal, il est pas mal dans 80% des cas, il est pas mal dans 90% des cas. Puis de temps en temps, il y a une situation de jeu qui est pas, elle n'est pas forcément très problématique, mais elle n'est pas top. Et bien là, tu n'as pas envie,
en tant qu'auteur, tu n'as plus envie d'écouter ça parce que tu as déjà passé du temps et puis tu as envie de passer à l'étape d'après, tu as envie de confronter le jeu à un éditeur, tu as envie, tu vois. Et bien, c'est le moment où justement il faut écouter ça et y repasser encore du temps pour gommer toutes ces aspérités-là. Parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est que le jour où un éditeur va s'intéresser à ton proto, il va tomber dessus direct. Ça rate jamais. Et si son expérience de jeu, c'est ça, il va dire, ouais, bah, c'est pas abouti, retour à la case départ. Et donc, du coup, en fait, on n'a qu'une seule chance dans sa vie de faire une première bonne impression. Ouais, ça c'est vrai. et donc, à un moment donné, ça vaut pas le coup de la gâcher. Des jeux, il y en a, comme on dit, 3000 par an. Des prototypes, les éditeurs, ils en reçoivent souvent plusieurs, des propositions de prototypes, ils en reçoivent souvent plusieurs par jour. Donc, à un moment donné, que ton jeu, il arrive maintenant ou qu'il arrive dans 6 mois, ça ne changera rien. Donc, prends tout le temps nécessaire pour être à 200% de son développement. Et que là, il n'y a plus rien qui, au fond de ta tête, tu te dis « Ah ouais, mais non ». Il faut tout gommer ça. Et ensuite, il faut être très, très méthodique, vigilant, pro, sur la rédaction de la règle. Mm-hmm. Parce que la règle, en fait, le meilleur jeu du monde, tu peux le tuer avec une règle qui est incompréhensible. Et donc ça mérite là aussi d'y passer du temps et de faire ça bien, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Après, bon, c'est que j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais voilà, c'est un bon conseil. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler des projets qui s'en viennent pour Bruno Catala? Ben, il y en a quelques-uns. Je vais faire de la pub, tant pis, pour un site ami, je pense. En fait, j'ai eu une grande interview la semaine dernière sur Ludovox. Okay. Et en fait, la question a été posée et j'ai fait un détail de tous les jeux qui vont sortir dans l'année à venir, etc. Donc là, ça peut permettre aussi à vos auditeurs d'aller regarder cet arthéo-là. Ouais, on peut la mettre en lien, on va la mettre en... Exactement, ça ne vous embête pas. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 2 jeux avec Théo Rivière. Donc un petit jeu qui s'appelle Oh My Brain, donc un jeu de zombies en fait, mais c'est des zombies animaux en fait, qui a envie de te choper des bouts de cerveau pour les faire cuire sur un feu de camp, comme si c'était des marshmallows. Voilà, petit jeu de Tepos chez Lumberjacks. Et on a signé aussi un petit jeu de cartes super addictif chez Bombix. Alors j'espère que ça s'en vient d'ici la fin de l'année. J'ai Nicodemus avec Florian Siriex qui va être un nouveau jeu, 2 joueurs, spécifiquement 2 joueurs dans l'univers d'Imaginarium. C'est pas Imaginarium 2 joueurs, hein, c'est un jeu à 2 dans l'univers d'Imaginarium. Et ça, c'est pour la fin d'année. Donc, on a parlé tout à l'heure de Trek 12 Amazonie qui est pour septembre. On n'a pas forcément. Donc, j'ai Insert qui doit sortir cette année. J'ai Mo qui fait son retour. Mo, mon jeu de cartes avec des vaches où il faut éviter les mouches. Ah oui, donc, je reviens cette année. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Kyudo, donc un jeu qui va être un roll and write, mais mieux que ça, c'est un roll and fight. C'est-à-dire, c'est un roll and write où on se fout sur la gueule, en fait, qui va arriver chez un petit éditeur français, Offline Edition. Qu'est-ce que j'en oublie? Ah si, bah bien sûr, j'ai King Domino Origins. C'est ça, j'attendais. Voilà. C'est un King Domino qui se passe à la préhistoire avec des volcans qui crachent du feu, des mammouths qu'il va falloir récupérer en gestion de ressources, etc. Donc un jeu, ouais. C'est un stand-alone, c'est pas une extension. Ouais. Voilà, et puis plein d'autres choses. Tu auras une année occupée? Ouais, je crois, ouais. Pas mal, ouais. Puis pour les gens qui justement veulent suivre un peu ton travail puis l'évolution, où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les médias sociaux? Bah, j'ai ma page Facebook, Bruno Catala Off. J'ai un lien Twitter, je suis sur Instagram et puis j'ai ma chaîne YouTube. Voilà. Bruno à la maison. Oui. Ou Bruno joue même de la guitare. Ouais, parce que c'est vraiment, si vraiment vous avez envie de perdre 2 ou 3 tympans, mais... Écoute, Bruno, on voudrait te remercier pour le temps que tu nous as donné. Pour nous autres, c'est ce matin. Pour toi, c'est plus la fin de l'après-midi et début de la soirée. Ouais, il est presque 19h ici. Ouais, donc, un énorme merci pour ce partage-là aussi. Je pense que
Les auditeurs vont être très contents d'écouter tes histoires puis d'en apprendre un peu plus sur ta carrière d'auteur et tout ça. Donc c'était très intéressant puis on est très content d'avoir passé ce moment-là avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi, merci à vous. Et puis vraiment, moi j'ai hâte de pouvoir revenir en fait, parce que j'ai eu la chance de venir au Québec plusieurs fois et à chaque fois ça a été un grand plaisir. Et voilà, quand je pourrai revenir, je le ferai avec le même plaisir. Parce que ça manger une bonne poutine. Alors, je vais être très très franc, c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus au Québec. Hein. Mais non, moi, à nouveau, ce qui me plaît, c'est vous, en fait, c'est les gens. C'est le contact a toujours été tellement chaleureux, simple, convivial, que ouais, je me suis toujours senti super bien, en fait, et ça peut que donner envie de revenir. On a hâte de te revoir ici ou on a hâte de te recroiser dans un salon, peut-être un futur Gen Con, un futur Cannes. Peut-être qu'on va aller à Cannes, un de ces quatre aussi. Oh. Donc, en espérant pouvoir te recroiser en vrai, puis peut-être même pouvoir jouer une partie ou tester tes prochains protos. Donc, c'est des choses qu'on a hâte de faire, évidemment, dans le futur quand on pourra le faire. Évidemment. Donc, merci Jules pour la co-animation cet après-midi. Encore une fois, merci à Bruno pour la super entrevue que tu nous as donnée. Et à la maison, on vous souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et continuez de gamer.